Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. La visioconférence de ce soir vous est proposée par les Relais Petite Enfance de la communauté de communes du Grésivaudan. Nous remercions Marie Pujas, formatrice petite enfance et infirmière puéricultrice, pour son intervention et sa présence ce soir. Vous êtes 128 à vous être inscrits à cette soirée, pour la plupart des parents, des assistants maternels et d'autres professionnels de la petite enfance, des communes de la vallée du Grésivaudan, mais également de communes alentours. Alors, c'est la deuxième visioconférence que nous proposons. Nous avons choisi ce thème justement à l'issue de la précédente visioconférence. C'était un thème que vous aviez donc choisi pour plusieurs d'entre vous. Nous espérons que vous arrivez à vous connecter, que vous nous entendez suffisamment bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à pousser le curseur du son. C'est possible que le son soit faible pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à le régler à votre convenance. Pour le confort de tous, on va donc couper vos micros et vos caméras. D'un point de vue technique, donc ce soir, Marie utilisera un support PowerPoint pour rendre son propos dynamique. Il est possible, donc ce support, vous le verrez affiché en écran principal et avec Marie en petite vignette. Si vous souhaitez agrandir la vignette, vous le pourrez en basculant tout simplement en mode plein écran. Là, vous aurez la main pour le réglage de la vignette. La conférence se déroulera en deux temps. Un premier temps où Marie approfondira donc le sujet de ce soir, qui est donc l'attachement, l'importance de l'attachement dans l'accompagnement du jeune enfant. Et ce sera suivi d'un temps d'échange. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions-réponses, pardon, sur la messagerie, voilà, sur le petit onglet messagerie. Posez vos questions tout au long de la soirée et on y répondra donc dans un second temps. La visio, pour ceux qui n'auront pas l'occasion de rester avec nous jusqu'au bout, la visio sera enregistrée. Nous vous ferons parvenir le lien d'enregistrement dans les jours qui vont suivre. Voilà. Et nous vous transmettrons également un questionnaire de satisfaction à l'issue de la conférence dans l'onglet messagerie, justement, et on vous le transmettra aussi par mail. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours. Sur ce, je vous laisse entre de bonnes mains. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci Anne-Claire. Bonsoir à tous. Je vais pouvoir du coup enlever le masque puisque je vais être toute seule, ce qui va permettre d'être un tout petit peu plus pour de vrai avec vous. Je suis ravie d'être là ce soir, même si c'est un petit peu derrière l'écran. Et pour vous parler d'un sujet qui me parle et me passionne, qui est vraiment le sujet de l'attachement. Je vais me présenter très succinctement pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas. J'imagine qu'il y en a qui ont déjà dû me croiser dans ceux qui sont derrière les écrans. Donc moi, je m'appelle Marie Pujas, je suis infirmière puéricultrice, donc j'ai été directrice de crèche pendant un certain nombre d'années sur la ville de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan également. Et j'ai repris des études complémentaires et donc aujourd'hui, j'interviens comme formatrice auprès des professionnels petite enfance et j'ai un cabinet sur Mélan dans lequel je fais de l'accompagnement parental et de la thérapie de couple et de la thérapie individuelle. Voilà. Dans les études que j'ai repris en parallèle, j'ai vraiment découvert ce que signifiait la relation avec l'enfant et le lien d'attachement et de quelle manière est-ce qu'en fait il impactait notre façon d'être en relation un peu tout au long de la vie. Et du coup, c'est à la fois quelque chose qui peut paraître un peu lourd de se dire, du coup, ce qu'on vit dans la petite enfance est un peu laisse des traces, voilà. Et en même temps, dans l'attachement, ce que je trouve chouette, c'est que tout au long de notre vie, nous pouvons le restaurer aussi.
Et voilà, donc c'est à la fois important et rien n'est perdu. Voilà, donc ça, c'est vraiment ça qui me plaît dans cette dimension-là. Donc j'ai pris connaissance des questions que vous aviez posées et avec vraiment intérêt en fait sur les différentes thématiques que vous avez abordées. J'ai perçu voilà, des questionnements autour de est-ce que trop s'attacher, est-ce que répondre de façon systématique aux difficultés de l'enfant ne va pas générer de la dépendance. Est-ce que quand un enfant se met très en colère, se roule par terre, est-ce que ça parle d'attachement ou est-ce que ça parle de quelque chose qui nécessite une autre intervention de l'adulte? Est-ce que des séparations peuvent générer des difficultés dans le lien d'attachement et comment est-ce que ça se restaure? Est-ce que l'attachement a des liens avec les difficultés de sommeil? Voilà, j'ai entendu ça, qui est quand même une des problématiques majeures dans la petite enfance, la difficulté de sommeil, parce que c'est quelque chose qui a un impact réel sur la qualité de vie des adultes aussi, qui l'entourent. Et puis, la dimension de l'attachement en lien avec les activités d'éveil dans les structures de petite enfance. Voilà. Et donc, j'ai pris en compte toutes ces questions-là pour essayer de vous y apporter un maximum de réponses dans la présentation que je vais faire. Et bien sûr que nous garderons un temps, donc on a prévu d'être ensemble jusqu'à 22 heures à peu près. On gardera un temps, une grosse dernière demi-heure pour que vous puissiez me partager soit les réponses que vous avez trouvées à vos questions, soit les questions qui resteront en suspens. Et donc on prendra un temps voilà, pour que je puisse y répondre pour un bon nombre, et puis celles qui resteront encore en suspens par manque de temps ou d'informations de ma part, on les mettra de côté pour pouvoir les traiter dans une prochaine intervention. Alors, je vais vous partager le démarrage de mon PowerPoint. Normalement, vous le voyez. On est d'accord? Et c'est bien les trucs en visio, et en même temps, je bidouille un peu avec l'informatique, mais on va y arriver. L'idée du programme d'aujourd'hui, c'est donc celui-là, de réactualiser les connaissances sur le développement de l'enfant, notamment en termes d'attachement. Parce qu'en fait, l'attachement, le problème de ce truc-là, c'est qu'en fait, c'est un mot qui est aussi utilisé dans le langage courant. Or, dans l'attachement en version scientifique du terme, c'est pas la même chose que ce qu'on utilise dans le langage courant. Donc, du coup, il y a vraiment cette définition que je vais vous réapporter pour vraiment passer avec une représentation alors théorique et très pratique aussi, de qu'est-ce que c'est que l'attachement et de quoi on parle quand on parle de ça. Quel est le lien entre l'attachement et la capacité d'apprentissage des enfants? Parce que l'enfant, c'est probablement une des périodes dans laquelle nous apprenons le plus de choses. On apprend les codes sociaux, on apprend à bouger, on apprend à parler, et après, bien sûr, s'en suivent tous les apprentissages scolaires, mais c'est vraiment une période d'apprentissage fort. Et en fait, entre l'attachement et les apprentissages, il y a également un lien de disponibilité qui est très important. Nous verrons aussi quelle est la différence entre l'attachement et l'amour. Nous parlons souvent de dire que les enfants ont besoin d'être aimés, et du coup, pour ça, on se dit qu'ils ont besoin de s'attacher. En fait, ce n'est pas la même chose. Donc, on prendra le temps aussi de regarder un peu la différence entre ces deux concepts-là et ces deux sensations-là, parce que l'enfant vit les deux. Et puis, tout au long de ces échanges, de cette présentation, j'essaierai d'illustrer vraiment des postures qui favorisent la construction de ce qu'on appelle un attachement sécure. Alors ça aussi, je vous dirai qu'est-ce que c'est, pourquoi on appelle ça un attachement sécure. Et du coup, voilà, dans les postures de l'adulte, qu'est-ce qui va favoriser la construction de cet attachement, qu'est-ce qui va plutôt le ralentir, et les différentes étapes de cette construction-là. Voilà un peu le programme pour ce soir. Vous trouverez dans le PowerPoint des liens pour des vidéos on ne va pas regarder ensemble ce soir, mais c'est plutôt qu'elles seront à votre disposition si vous souhaitez approfondir la thématique. N'hésitez pas, c'est tout à fait possible de cliquer dessus, et c'est vraiment pour que vous puissiez avoir un peu plus si vous voulez aller un poil plus loin. Alors, pour commencer, j'ai prévu un petit jeu qui va nécessiter pour ceux d'entre vous qui ont un accès Internet à leur domicile de vous munir d'un smartphone sur lequel vous allez aller sur votre moteur de recherche pour taper ce qui s'affiche à l'écran, c'est-à-dire wooclap.com/8 février majuscule ou minuscule, ça n'a pas d'importance. Et je vais... et du coup, c'est un petit jeu que voilà, j'avais envie de rendre un peu interactif ce temps d'échange où
Vous êtes nombreux probablement derrière la caméra, mais moi je ne vois qu'une caméra. Et donc du coup d'avoir envie d'avoir un peu déjà vos représentations et d'où est-ce que vous partez par rapport à cette dimension-là. Donc je vais aller chercher, et donc à l'écran va s'afficher la page qui est là. Vous me donnez une seconde, je suis en train de regarder mon écran parce que je change le partage d'écran de connexion. Voilà. Et donc, normalement, vous pouvez commencer à cliquer sur les réponses que vous pensez vraies. Je redonne du coup le code sur votre moteur de recherche. Vous devez taper wooclap.com/8fev, F-E-V. Et normalement, quand vous commencez à répondre, voilà, vous êtes d'un certain nombre déjà à avoir réussi à taper ça, parce que je vois que vous êtes 36 à être connectés. Et vous allez cocher vrai si vous pensez que l'attachement se termine à 6 ans. Vous pouvez cocher vrai aussi si vous pensez que nous devons habituer les bébés. Moi, je ne vois pas les questions en entier, ça ne va pas du tout. Vous les voyez mieux que moi, en fait, j'imagine. Donc, vous êtes déjà 4 à avoir participé. Vous êtes 38 en train de vous connecter. Je regarde si vous voyez. Est-ce que je vous redonne les codes si vous êtes sur votre smartphone en train de taper. C'est donc wooclap.com/8fev. Ça y est, vous êtes en train de rentrer. Et donc, vous devez voir que les réponses évoluent. Hein. Ça, vous avancez. Je vois que vous êtes à 16 sur 43 à participer, ce qui nous permettra de voir un peu, voilà, si ces questions-là, pour vous, en fait, tout ça parle d'attachement. Hein. Vous galérez à répondre. Super. Je vous clique sur les bonnes réponses, ça vous va? Comme ça, vous allez voir apparaître à l'écran lesquelles sont les bonnes. A priori, vous êtes déjà plutôt à peu près au courant, puisque celles qui s'affichent en vert sont celles qui étaient vraies. Okay, nous les reverrons à la fin. Deuxième petit jeu que je vais vous proposer. Vous changez rien, puisqu'en fait, c'est moi qui vais... Et vous allez voir apparaître sur votre smartphone une autre question, qui est, pour moi, l'attachement c'est. Et je vous laisse écrire le mot qui pour vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot attachement. Ça peut être un mot, une expression. Alors, il faut que ce soit une expression courte parce que sinon, elle n'apparaîtra pas à l'écran. Voilà. Pour moi, l'attachement, c'est quoi? De la confiance, du lien, de l'amour, un lien entre deux personnes, de l'affection, les limbs bout de chou, des rencontres, des attirances. Je vois la sérénité qui apparaît, la dimension de la famille, une attirance forte, des repères. Il y a l'amour qui apparaît aussi, bien sûr. Un lien unique, quelque chose qui permet de se positionner. Des besoins, un besoin de sécurité, la juste distance, que je trouve très joliment des fois transmise aussi dans la dimension de la juste proximité. Super. Donc vous avez déjà une représentation assez fiable de ce qu'est l'attachement. Et on va voir que dans tout ça, ça sert à le construire. Des liens, c'est toujours entre deux personnes que ça se construit, ça ne se construit jamais seul. Ça, c'est une sécurité physique et morale, exactement. Donc super. C'est la dimension de la référence qui est une bonne représentation de comment ça favorise la construction de l'attachement. Pour ça, d'ailleurs, on verra les différences entre les structures collectives et les assistantes maternelles.
avantages et inconvénients de chacun, et l'ancrage, super. De la même manière, je vais faire des captures d'écran et je pourrais les mettre à disposition de la collectivité pour que vous puissiez les garder si vous voulez continuer à travailler dessus dans les équipes. Il n'y a pas de souci. Super. Merci de ces retours. Je vais revenir à vous partager du coup. Quand je regarde mon ordi, vous me voyez dans la tête en haut, mais c'est pas grave. Hop. Diaporama. Je nécessite un tout petit peu de manipulation de mon ordinateur. Et ça marche, c'est bien quand ça marche. Alors, pour pouvoir vous parler de l'attachement, j'ai décidé de parler de l'attachement de manière chronologique, parce que finalement, c'est encore en prenant les choses par le début que c'est le plus simple de les expliquer. Alors, l'attachement, ça a commencé comment? L'attachement, ça existe depuis que l'homme est homme, et c'est quelque chose que nous avons en commun avec tous les mammifères. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui existe dans la nature humaine depuis très longtemps. Ça a été découvert au XXe siècle, mais ça existait bien avant ça. Donc ça a été découvert par plusieurs paliers. Ça a été découvert d'abord par les travaux qui ont été faits par Freud, par Spitz, par Winnicott. Et qui parlait de continuité relationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé pendant très longtemps, on a cru que les enfants n'avaient comme besoins vitaux que les besoins biologiques. En fait, on pensait que leur besoin vital unique était manger, dormir, être suffisamment propre pour être protégé des maladies, et que finalement, il n'y avait pas d'autres besoins. On a même cru pendant longtemps que les enfants n'avaient pas mal, n'avaient pas de douleur. Moi, j'ai infirmière puère, j'ai travaillé à l'hôpital, et il y a encore une vingtaine d'années, on prenait moins bien en compte la souffrance de l'enfant, pensant qu'elle était peu présente. Et en fait, tous ces grands personnages-là ont travaillé et ont commencé à dire, tiens, c'est marrant parce que en fait, il y a des enfants quand même pour lesquels on leur apporte à manger, on leur permet de dormir, et finalement, en fait, ils meurent quand même. Notamment, Spitz a beaucoup travaillé là-dessus, dans l'observation dans les orphelinats qui, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ont accueilli des enfants en très grand nombre, et le manque de personnel faisait que les enfants mangeaient même dans leur berceau, ils ne mangeaient même pas dans les bras d'adultes, et ces enfants ont souffert de carences relationnelles uniquement, puisqu'ils pouvaient dormir et ils pouvaient manger, ils étaient propres, ça, il n'y avait pas de souci. Si vous voulez regarder des vidéos de l'hospitalisme de Spitz, vous verrez, ils étaient bien propres, bien nettoyés, mais sans relation. Et en fait, ces enfants mouraient quand même. Et donc, ils ont commencé à se dire, tiens, c'est bizarre, il y aurait peut-être un autre besoin aussi vital que manger et dormir, et qui serait d'être en relation. À la suite de ça, Bowlby, qui est donc marqué en plus gros parce que c'est lui qui a vraiment détaillé ce concept-là, lui, il a beaucoup travaillé, Bowlby, sur ce qu'on appelle l'éthologie. Alors l'éthologie, c'est quoi? C'est l'observation et le travail à partir des animaux. Donc ils ont travaillé, donc Harry Harlow et Konrad Lorenz ont travaillé sur des animaux chez qui ils ont observé comment est-ce que finalement cette dimension qui est si vitale, qu'est-ce que c'est? Et donc Harry Harlow a beaucoup travaillé avec des bébés macaques, qu'il a privés de leur figure parentale, enfin de leur mère en l'occurrence, et il a vu qu'est-ce qui faisait que entre des singes qui étaient privés de leur mère et qui étaient maintenus dans une cage sans relation, ils mouraient, et puis des singes qui finalement, à qui on mettait dans la cage une poupée douce, une poupée qui avait un enveloppement en peluche, dont le contact est chaleureux, se mettaient à survivre. Et ils se sont dit, tiens, finalement, non seulement il y aurait besoin de relations, mais il y aurait besoin de contacts agréables. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des travaux successifs qui ont permis de mettre ça au grand jour. Mary Main et Mary Answorth, c'est des chercheuses qui ont continué les travaux de Bowlby et qui ont fait émerger qu'en fait, ce qui se construisait dans la continuité relationnelle de la petite enfance avait un impact sur la façon d'être en relation à l'âge adulte. Et c'est ça qui rend toute la dimension à la fois passionnante et universelle de l'attachement, c'est qu'en fait, la façon dont on nous a appris à gérer nos difficultés quand on est dans l'enfance se retraduit dans notre façon de gérer nos difficultés quand on est à l'âge adulte.
Et ça, aujourd'hui, vous pouvez regarder. Donc, je vous ai mis des liens, des noms aussi. Donc aujourd'hui, il y a Boris Cyrulnik, Nicole Guédenay, Blaise Pierre-Humbert qui ont beaucoup travaillé et fait des travaux de recherche dessus. Il y a des conférences disponibles sur des plateformes classiques. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est surtout pour ça que je vous ai nommé ces noms-là. Voilà, donc ça a vraiment démarré finalement dans la deuxième moitié du siècle dernier, et c'est encore quelque chose d'assez récent. Et finalement, c'est tellement récent que ce n'est même pas tellement encore ancré dans les formations initiales. Aujourd'hui, les formations des infirmières puères en parlent peu, les formations des auxiliaires puères en parlent encore assez peu, et nous, il y a même dans les formations originelles des assistantes maternelles, il y a encore peu d'apports là-dessus. Les éducs de jeunes enfants sont un peu plus en avance par rapport à ça. Ça veut dire que nous avons besoin, par le biais de la formation continue ou de conférences comme ça, d'aller chercher des infos parce que finalement, ça n'a pas encore été réactualisé dans nos formations initiales. Et c'est encore peu connu, s'il y a un certain nombre de parents, j'imagine, qui sont présents ce soir, les médecins n'ont pas non plus tellement eu connaissance de ça, pour peu qu'ils aient fait leurs études il y a plus d'une dizaine d'années, ils n'ont pas tellement connaissance de ça non plus. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte. Ça veut dire que nous avons aussi finalement encore peu de personnes qui sont au fait de ce que ces découvertes amènent et révolutionnent dans le champ de l'éducation. Alors, qu'est-ce que c'est que l'attachement? On a dit qu'on allait le définir. Alors, l'attachement, en fait, c'est un logiciel. Donc, j'ai mis des mots un peu phares qui disaient que c'est un logiciel au sens... c'est un programme qui est inné chez l'enfant. C'est-à-dire que les enfants naissent avec ce logiciel en état de marche à la naissance et qui a pour objectif la protection d'une personne vulnérable quand elle est en détresse. Un enfant, quand il vient au monde, on peut considérer que c'est un être vulnérable en détresse. S'il était tout seul, il ne survivrait pas. Donc, il a effectivement besoin que l'environnement assure sa sécurité. Et donc, pour ça, l'évolution de l'espèce a sélectionné un programme qui est extrêmement performant, qui fait que l'enfant, lui, il sait qu'il est vulnérable et qu'il est en détresse. Donc, ce qu'il sait, c'est que quand ça ne va pas, il appelle. Il appelle pour que la protection vienne de l'extérieur, que l'environnement, les adultes qui l'entourent, lui apportent la protection dont il a besoin. Et donc ça, tous les enfants l'ont comme mode d'emploi à la naissance. Bowlby a dit, il est actif de la naissance à la tombe parce que bien sûr que la situation de vulnérabilité, elle évolue. Nous sommes beaucoup moins vulnérables en tant qu'adultes qu'en tant qu'enfants. Mais dès que nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes vraiment vulnérables et en détresse, nous avons normalement, nous aussi, notre système d'attachement qui s'allume et nous demandons de l'aide. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est actif et qui est aidant dans la vie d'avoir ce logiciel-là. Bowlby a défini l'attachement de cette façon-là. J'ai beaucoup aimé cette phrase, donc j'avais envie de vous la partager. L'attachement est un instinct, donc c'est bien quelque chose d'inné, conduisant tout au long de la vie à avoir besoin d'être écouté, d'être entendu, compris et soutenu par une ou plusieurs personnes considérées comme proches. Donc ça, c'est extrêmement important parce que j'ai vu qu'il y en avait parmi vous qui nommaient justement la dimension de la référence. C'est bien par quelqu'un que l'on connaît que nous avons besoin d'être rassurés. Alors, et que ça, des personnes dont on est vraiment proche, dans la vie, on en a quelques-unes, on n'en a généralement pas 60, et c'est pareil pour les enfants. Voilà. Donc, il peut y en avoir plusieurs, mais il ne peut pas y en avoir 15 non plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la définition de John Bowlby, c'est vraiment un instinct. Et c'est vraiment ça que j'avais envie que vous gardiez comme idée. Alors, ça, c'est un tout petit schéma que je trouve assez parlant, qui montre que quand tout va bien, finalement, on est dans un système où notre état émotionnel, il est stable. Quand il se passe quelque chose qui fait que ça ne va pas, ou que ça va bien d'ailleurs, notre émotion, hop, elle commence à monter. Alors, ça peut être de la joie, ça peut être de la peur, ça peut être de la tristesse, de la colère, voilà. Mais en tout cas, l'émotion, hop, elle démarre. Et les enfants, eux, ils ont le logiciel qui fait que dès que c'est une émotion qui est désagréable qui démarre, en fait, ça charge, donc ça monte, ça monte, ça monte. Quand c'est au taquet et que c'est en tension, là, en fait, ils appellent quelqu'un. Nous, adultes, quand on a des émotions qui se déclenchent, au lieu d'appeler quelqu'un, la première des choses que nous faisons, c'est que nous mettons en place un comportement. Par exemple,
On va prendre une émotion assez facile à identifier. Quand vous avez un camion qui vous fonce dessus, votre cerveau sélectionne le logiciel de la peur, c'est ce qui est le plus efficace dans les situations de danger. Donc, vous avez toute une mise en route d'un phénomène physiologique et métabolique qui vont faire que la peur va s'activer avec des sécrétions d'adrénaline, des sécrétions de cortisol qui sont complètement involontaires, spontanées et très aidantes. Et quand vous avez une concentration sanguine suffisamment importante d'hormones, vous allez mettre en place un comportement qui va sauver votre vie. C'est-à-dire que quand le camion approche, vous allez partir en courant. Voilà. Sauf que ça, l'enfant, lui, il ne peut pas. Puisqu'il ne peut pas partir en courant, ça ne marche pas. Donc, il a un autre logiciel, il n'attend pas sans rien faire, il pleure. Et il appelle pour que quelqu'un vienne lui apporter la protection dont il a besoin. Donc, en fait, le système d'attachement c'est vraiment l'appel pour avoir une personne qui va être disponible quand je suis en détresse. Dans quel contexte ça a lieu? C'est ce que je vous disais, l'attachement, il se déclenche dans les situations où l'enfant, en fait, il est dans une immaturité complète. Il est complètement dépendant. Alors, il n'est pas immature complètement parce qu'il a tout un tas de capacités. En tout cas, il est complètement dépendant de l'environnement. C'est-à-dire qu'il a une immaturité motrice pour pouvoir, ce qu'on disait, fuir devant un danger. Il a une immaturité langagière pour arriver à exprimer ses émotions, mettre des mots dessus, se faire comprendre, voilà. Et il a aussi une immaturité émotionnelle puisqu'il ne peut pas utiliser le comportement lié aux émotions. Donc, face à tout ça, il ne peut pas assurer sa sécurité. Il ne peut ni assurer sa sécurité physique, ni assurer sa sécurité interne. C'est-à-dire que ce que j'ai nommé là, c'est sa régulation, en fait. Quand nous vivons des émotions désagréables, on a à l'intérieur du cerveau une partie qui est à l'avant, là, qui est très pratique, qui s'appelle le cortex orbitofrontal. Vous n'êtes pas du tout obligé de retenir le nom de ce truc, qui, en fait, est la pédale de frein des émotions. C'est cette partie-là qui, quand on voit le camion, commence à dire « Ah oui, non, mais en fait, il a mis son clignotant, il va tourner » ou « Ah oui, mais là, il me reste encore, je peux courir, voilà, je pense que je devrais pouvoir arriver à m'en sortir. » Voilà. Et donc, toute cette partie-là qui permet de réfléchir, d'analyser et de dire « Non, mais c'est bon, en fait, ça va bien se passer », et bien, en fait, les enfants, ils ne l'ont pas. Le cortex orbitofrontal, il démarre sa première grande poussée entre 5 et 7 ans. Donc, en fait, eux, quand ils sont envahis par une émotion, ils sont envahis par une émotion. Ils n'ont rien qui la ralentit. Donc, en fait, ils ne peuvent pas non plus ni se protéger de l'environnement, ni même se protéger d'eux-mêmes. De même, dans le sens, se réguler l'impact de leurs émotions. Donc ça, c'est vraiment aussi une des difficultés que traversent les enfants. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il a faim, il y a eu des études qui ont été faites là-dessus qui sont assez intéressantes, qui montrent qu'en fait, si nous, on devait ressentir dans le corps ce un bébé ressent quand il a faim, probablement qu'on ne supporterait pas la douleur. Parce qu'en fait, il a faim, il a mal de la tête aux pieds. Il n'a pas d'espace dans le cerveau qui lui permet de réguler ça. Donc, il a une vraie immaturité par rapport à ça. On l'a nommé l'impossibilité d'agir ses émotions pour se protéger. Voilà, quand on subit une frustration, nous, à l'âge adulte, on dit que ça ne nous va pas. Voilà. Les enfants, ils ne peuvent pas le dire, en fait, parce qu'ils le disent avec l'attachement en demandant à ce que ils pleurent parce qu'ils veulent qu'on leur enlève leur pull parce qu'ils ont chaud. Mais pour le donner, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment une période où la survie de l'enfant dépend du comportement des adultes. Et ça amène une dimension qui est assez importante, c'est que l'attachement n'est donc pas... c'est pas l'attachement qui rend dépendant, c'est que l'attachement est la solution à la dépendance. C'est-à-dire que l'être humain est dépendant par nature à la naissance, et donc l'évolution de l'espèce a donné au bébé l'attachement, le fait de s'attacher à un adulte pour résoudre leurs problèmes de dépendance. Comme ça, ils s'attachent, ils appellent, ils s'accrochent à quelqu'un. Des fois, ils s'accrochent vraiment, hein, vous avez dû remarquer. Des fois, ils vous suivent de partout, même quand vous allez aux toilettes, ils craquent derrière la porte, comme ça. Et ben, ils s'attachent et ça leur permet de survivre. Et ça permet de créer ce magnifique dessin, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant, lui, du coup, il se sent en sécurité, donc il perçoit que vous êtes autour. Je vous ai dessiné en forme de maison, hein, c'est comme ça. Vous êtes autour de lui, et donc, du coup, il peut continuer à grandir puisque c'est vous qui assurez sa sécurité. Donc, c'est vraiment un comportement spontané
Il n'y a pas du tout de manipulation dans la recherche de l'enfant. L'enfant, il cherche à protéger sa vie. Et donc, c'est un comportement spontané de recherche de contact avec une personne connue en cas de détresse pour éprouver et ressentir la sensation de sécurité. Si vous voulez un peu imaginer ce que ça peut donner comme sensation, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas très longtemps qui m'a bien parlé, où on a mis des adultes dans une pièce toute noire. On leur a dit de rentrer dans la pièce, on les a tous filmés en caméra infrarouge et ils se sont rendus compte qu'à peu près tous les adultes faisaient la même chose. C'est-à-dire qu'on les a positionnés au milieu de la pièce et on a éteint la lumière, ils se sont retrouvés dans le noir. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, tous les adultes se sont mis tout doucement à bouger parce que du coup, ils avaient un peu peur, en tout cas une certaine appréhension, une émotion de la famille de la peur qui peut être plus ou moins intense selon les gens, mais de cette famille-là. Ils se sont tous mis petit à petit à reculer, à reculer, à reculer, à bouger, jusqu'à ce qu'ils trouvent un mur, puis ils se sont installés dos au mur, comme ça, et puis ils n'ont plus bougé. Et bien, si vous vous mettez à la place de ces personnes-là, et que vous arrivez à imaginer ce que vous pourriez ressentir au moment où vous touchez le mur, de dire c'est bon, il n'y a plus rien qui peut arriver par derrière, c'est exactement cette sensation de sécurité-là que ressent un enfant quand il est en détresse et qu'on répond à son besoin. Ce n'est pas de la satisfaction, c'est de la sécurité. Voilà. Et que c'est une sensation de ça y est, il n'y a plus de danger. Voilà. Donc c'est vraiment, il cherche le contact à l'extérieur avec vous, parce qu'à l'intérieur, ça lui fait vivre, c'est bon, il n'y a plus de danger. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire répondre aux besoins d'attachement de l'enfant? Ça veut dire déjà, premièrement, lui garantir une protection physique. Ça, c'est le b.a.-ba de l'attachement, qui en même temps est le b.a.-ba sur le papier, et dans la réalité, des fois, qu'est-ce que c'est qui est dangereux, qu'est-ce que c'est qui n'est pas, les avis divergent. Des fois même entre parents, des fois entre professionnels au sein d'une équipe. Voilà, donc je me rappelle de quelques discussions animées dans les crèches où j'ai travaillé ou les crèches où j'anime des supervisions sur est-ce que c'est dangereux ou pas de remonter le toboggan à l'envers. Et ça, est-ce que ça rentre dans la protection physique ou pas? Des fois, on a besoin d'en discuter pour arriver à tomber d'accord. Voilà. Mais en tout cas, déjà, non, on ne laisse pas un enfant mettre les doigts dans les prises. Voilà, ça, on peut être à peu près unanime là-dessus. Donc ça, c'est pour la protection physique. Et puis, ça veut dire quoi, répondre aux besoins d'attachement? Ça veut dire l'aider à réguler ses émotions. Ça veut dire que nous allons avoir, et vous le faites déjà, j'imagine, dans tout un tas de situations, que quand lui, il est triste, quand il a peur, quand il a faim, quand il est en colère, c'est souvent celle qui est la plus difficile à accompagner parce qu'on n'a pas toujours le mode d'emploi, mais quand on arrive à faire en sorte que l'enfant se sente apaisé et en lien en même temps, là, on construit l'attachement. J'ai nommé ça parce que c'est très différent d'être à côté d'un enfant qui fait une colère. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui m'ont demandé voilà, comment est-ce qu'on fait pour qu'un enfant de 2 ans il apprenne à écouter, parce qu'il y a des périodes, comment est-ce qu'on fait quand voilà, ils font des caprices ou qu'ils se mettent à se rouler par terre. L'attachement dirait on a besoin de rester à côté d'eux, pas de leur donner ce qu'ils réclament, de leur permettre d'avoir une émotion désagréable et d'être en lien quand même. C'est pas d'obtenir ce dont ils ont envie qui leur permet de répondre aux besoins d'attachement. Des fois oui, mais quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment c'est une dimension qui est importante pour nous permettre aussi en tant qu'adultes des fois de se dire c'est pas non plus, l'attachement ne dit pas du tout non plus qu'on a besoin de répondre à toutes les envies des enfants, puisque d'ailleurs ce serait plutôt contre-productif en fait. Donc là, je vous ai renommé la dimension que voilà, l'attachement ne rend pas dépendant, c'est le moyen de se mettre en sécurité lorsque l'on est dépendant. Voilà, le fait d'appeler et de demander de l'aide, c'est ça qui permet d'assurer la sécurité. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est de dire qu'en fait, c'est l'enfant qui est vulnérable à la naissance. Donc, c'est lui qui a un besoin d'attachement. Le parent n'a pas de besoin d'attachement envers son enfant. Vous avez vu d'ailleurs dans les questions du début, je vous ai nommé l'enfant aime son parent ou le parent aime son enfant. En fait, si on regarde normalement de façon théorique, on va dire un peu, voilà, vous sentez, pour que ce soit assez clair, mais c'est que le parent aime son enfant, mais l'enfant a besoin de son parent. Et donc en fait, puisque l'enfant, lui, il a besoin,
Ça, c'est parle d'attachement. L'attachement parle d'un besoin vital, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre pour survivre. L'amour, c'est j'ai plaisir à être avec l'autre. Ça me permet d'introduire une autre façon de donner la différence entre l'amour et l'attachement. Je crois que c'est la slide suivante, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Je vais vous la donner maintenant et puis on la retrouvera un peu plus loin. L'amour et l'attachement sont souvent liés. Souvent, nous ressentons les deux sentiments, enfin les deux émotions pour les mêmes personnes. Ce n'est pas toujours le cas. Mais je vais vous donner un petit jeu à faire, qu'on va faire ensemble là. Vous allez imaginer que vous êtes parachuté au milieu du désert. Bien sûr, vous allez imaginer aussi que vous n'y connaissez rien à ce désert-là. Et vous êtes à des milliers de kilomètres de toute civilisation. Et donc, vous arrivez dans un désert chaud, où vous n'avez pas d'eau et vous n'avez pas de solution de survie. Donc là, quand vous êtes à cet endroit-là, vous ressentez à peu près la dépendance qu'un enfant a quand il a moins de 10 ans, quoi. C'est-à-dire que vous êtes intégralement dépendant de ce que je vais faire après. C'est-à-dire que non seulement je vous ai parachuté, mais quand même, je ne vous laisse pas trop longtemps. Je parachute juste derrière vous le chef de la tribu des Touaregs spécialistes du désert. Et là, vous voyez arriver le chef des Touaregs. Et bien, vous avez un lien avec lui, c'est-à-dire que lui, il va très bien se débrouiller sans vous. Mais vous, vous ne pouvez pas survivre sans lui. Donc, en fait, vous avez besoin de lui pour survivre. Et donc, vous allez vous attacher à lui. Et c'est ça le sentiment d'attachement. C'est ça le besoin d'attachement. C'est-à-dire que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, ce Touareg, ça n'a pas beaucoup d'importance. S'il va à droite, vous allez aller à droite. Et s'il va à gauche, vous allez aller à gauche. Et s'il n'est pas très agréable, bah vous allez le suivre quand même. Et s'il vous dit de ne pas crier, vous n'allez pas crier. S'il vous dit de sauter sur un pied, vous allez sauter sur un pied. Parce qu'en fait, comme vous êtes complètement dépendant de lui, eh ben, c'est vous qui vous attachez à lui. Et si après, on peut imaginer que je fasse tomber un troisième parachute d'une personne que vous aimez, vous pouvez choisir qui vous voulez, une amie, un copain, un frère, une sœur, un conjoint, voilà. Mais qui n'y connaît pas plus que vous, comment fonctionne le désert. Vous avez une personne qui assure votre survie et puis une personne avec qui vous avez plaisir à être. Bah, si le chef Touareg il part à droite, vous allez supplier la personne que vous aimez de le suivre avec vous. Et en fait, c'est exactement ça, c'est qu'un enfant, en fait, quand il est en situation de dépendance, il a besoin, et c'est ça qui est vital, pas d'être aimé, d'avoir une personne qui lui pose comment ça fonctionne dans ce monde, qui lui explique, touche pas ça, viens avec moi, t'as peur, mais viens sur moi, je vais te montrer, voilà, qui lui donne le mode de fonctionnement du monde. Parce que le chef Touareg, il soit doux, affectueux, c'est un plus. La vraie base de la protection, c'est qu'il vous guide et qu'il vous protège. Qui vous disent ça tu peux boire, ça tu peux pas boire, là maintenant il faut faire une pause. Voilà. Et donc le socle, le premier fondement de l'attachement, c'est bien que l'adulte pose le cadre et les règles du fonctionnement du monde. Et en plus, s'il y a de l'affection et de l'amour, eh ben, ça permet d'avoir de la qualité de vie. La protection, donc le cadre, les limites, la prévisibilité, l'apprentissage des règles du monde, ça c'est la survie. Et l'amour, c'est la qualité de la vie. Voilà. Et donc du coup, ce qu'ils se sont rendus compte, notamment quand Spitz a travaillé dans les orphelinats, bah, au début, il n'y avait rien du tout dans les relations, donc en fait les enfants mouraient, et puis ils se sont mis à mettre en place, il y en a parmi vous probablement qui connaissent la pédagogie Logsy, un système de référence, donc il n'y avait que trois, ils appelaient ça des nurses, mais trois personnes qui travaillaient dans l'orphelinat, toujours les mêmes. Les enfants étaient lavés toujours dans le même ordre, mais ils étaient lavés avec beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup de disponibilité. Ils étaient nourris toujours dans le même ordre, donc pas forcément au moment où ils avaient faim d'ailleurs, mais il y avait une vraie prévisibilité, un vrai mode de fonctionnement et du lien. Et bien ça, ils ont pu commencer à survivre, les enfants, et même à se développer de façon suffisamment harmonieuse. Donc c'est vraiment la dimension où c'est l'attachement, c'est l'enfant qui s'attache. Et l'adulte, nous sommes tous les adultes,
je sais que tous, même si je ne vous vois pas, vous avez tous une capacité à répondre aux besoins d'attachement parce que c'est dans nos gènes. Quand nous ne sommes pas sous stress en tant qu'adultes, nous savons répondre aux besoins d'attachement de l'enfant. Le problème, c'est notre propre stress. Parce que notre propre stress, il allume notre système d'attachement qui fait que nous avons besoin d'aide et nous ne sommes plus disponibles pour aider. Voilà. Donc ça, c'est un peu le grain de sable dans le rouage. Mais quand nous sommes hors d'un moment de stress, nous sommes extrêmement câblés et nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre aux besoins d'attachement de l'enfant. Dans cette diapo, ce que j'ai voulu évoquer pour vous, c'était aussi la dimension que l'attachement, donc on disait que ça permet de construire la sécurité, et puis ça va avoir aussi comme mission, et ça va rejoindre vos questions après, de cette sécurité. Bon, bah, c'est bien que l'enfant il reste en sécurité et que ce soit nous qui assurions sa sécurité, mais quand même l'objectif c'est qu'il grandisse, et puis que la sécurité extérieure, elle passe en sécurité interne. Donc, ça veut dire que quand il est petit, il a besoin d'avoir confiance dans les autres, il a besoin de construire que quand il aura besoin, les autres vont répondre, et que petit à petit, ça puisse passer à l'intérieur. En fait, c'est exactement le même logiciel qui, quand on construit l'extérieur, permet après de transférer la sécurité de l'extérieur à l'intérieur et de construire ce qu'on appelle cette fichue confiance en soi, dont on ne parle d'ailleurs que quand on n'en a pas, en disant je manque de confiance en moi, il manque de confiance en lui, nous manquons de confiance en nous. Mais en fait, c'est également l'attachement qui fait que quand on a eu suffisamment de sécurité à l'extérieur, et en fait, elle passe à l'intérieur. Ça c'est en lien avec une des questions que vous avez posées pour savoir si justement, est-ce qu'on a besoin de répondre à chaque fois. Plus l'enfant aura un lien d'attachement fort à une personne connue et disponible, plus il pourra se détacher ensuite. Ça, c'est vraiment des travaux intéressants dans les études qui montrent qu'en fait, plus l'enfant a eu une personne qui a répondu de manière rapide et adaptée quand il l'a demandé, plus il va pouvoir après se débrouiller tout seul. C'est une dimension hyper importante parce que ça permet de se dire que l'attachement n'est jamais trop quand il est demandé par l'enfant et uniquement quand il est demandé par l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout un tas de courants qui très en vogue en ce moment qui diraient que nous avons besoin de répondre à tous les besoins de l'enfant. Et en fait, ce qui construit l'attachement pour l'enfant, c'est d'être en détresse, d'appeler et qu'il y ait quelqu'un qui réponde. Et si nous, par plein de bonnes intentions, nous devançons les besoins de l'enfant et nous, du coup, faisons en sorte qu'il ne soit pas en détresse, en fait, on ralentit la construction de l'attachement. Je vous donne un petit exemple. Si vous savez que votre enfant de 3 ans a peur des chiens, et que vous allez manger chez des copains, ou que vous faites une balade dans la commune, parce que vous êtes à centre maternel ou vous êtes en crèche, et que vous allez passer devant un jardin où il y a un chien. Plusieurs possibilités. Soit vous vous dites ah ben non, je veux pas qu'il ait peur, donc on va passer par ailleurs. Ou je vais appeler ma copine ou mon copain et lui demander de mettre son chien au garage pour pas qu'il le voie. C'est une idée, c'est une bonne idée. Et à cet endroit-là, l'enfant, il n'a pas de détresse. Donc, il vit sa journée. Deuxième possibilité, vous décidez de passer quand même devant le chien ou de ne pas prévenir votre ami. Et donc, vous allez arriver. L'enfant va voir le chien. Il va se mettre à avoir peur. Il va se mettre à pleurer. S'il est en état de marche, il a une maturité motrice qui lui permet de se déplacer, il va sûrement se rapprocher de vous. Vous allez le prendre dans les bras, vous allez lui dire « Oh, regarde, c'est un chien, bah oui, t'as peur des chiens. » Et tout en le tournant et pas en le forçant, que vous laissez le portail entre le chien et vous, voilà, et que vous faites écran. Et puis, une fois qu'il l'a vu, qu'il a eu peur et que vous l'avez dans les bras, vous allez dire « Ah, maintenant, on va demander à Michel d'aller le mettre au garage. » Et vous appelez Michel, et Michel va mettre au garage. Et là, l'enfant, il a été en détresse, il a appelé, vous avez répondu, et chaque fois que vous faites ça, en fait, ça fait passer une brique de l'extérieur à l'intérieur de l'enfant. C'est-à-dire que la sécurité qu'il a construite avec vous, elle passe à l'intérieur de lui. Et donc, du coup, chaque fois qu'il est en détresse et que vous arrivez à y répondre, vous construisez un lien d'attachement sécure. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué et épuisant pour les parents, c'est qu'en fait, nous n'avons
des fois en slalom, vous voyez, on sent que nos enfants, ils sont un peu à cran et on essaye d'éviter la crise. Et en fait, c'est aidant quand quand ils expriment leurs émotions désagréables et qu'on arrive à rester à côté d'eux le temps que ça s'exprime, sans céder sur ce qui nous tient à cœur. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu, comme j'imagine les vôtres, hein, ou peut-être pas d'ailleurs, vous avez peut-être eu la chance de ne pas avoir des enfants comme ça, des enfants qui se roulaient par terre au milieu de Carrefour parce qu'ils voulaient acheter un Lego Star Wars et que ce n'était pas le jour. De toute façon, de lui crier dessus, ça ne changeait rien. Donc, d'attendre que ça passe, je n'ai pas acheté le Lego Star Wars, on est bien d'accord. Hein. Mais le fait que cette émotion-là sorte, et que nous, on soit à côté, c'est plutôt rassurant pour l'enfant, en fait. Et que du coup, c'est vraiment le fait d'être en détresse, d'appeler et de vérifier qu'il y a quelqu'un qui permet de construire l'attachement sécure. Donc ça, c'est aussi important, ça veut dire que, et les enfants sont câblés à la naissance, ne vous mettez pas la pression pour savoir si votre enfant va bien ou pas. Soyez tranquille, si ça ne va pas, il vous le dira. Ça, c'est un logiciel d'attachement qui fonctionne dès la naissance. Attendons que les enfants réclament. Heureusement d'ailleurs, les choses ont beaucoup évolué. Encore au tout début, moi, quand je travaillais en milieu hospitalier, on disait qu'il fallait réveiller les bébés pour leur donner à manger. Maintenant, on attend que les bébés réclament. Les enfants, ils savent, sauf pathologie particulière, et ça peut être le cas peut-être de certains d'entre vous, mais la plupart des enfants, quand ils ont faim, ils réclament. Et ils ont besoin de faire l'expérience qu'ils ont faim, qu'ils appellent et qu'on leur donne à manger, et que du coup, ça les apaise. Et ça, et que c'est pas dès qu'ils font qu'ils réclament. Réclamer, ça veut dire pleurer. Mais pleurer 4, 5 secondes, ça ne veut pas dire non plus pleurer 10 minutes. Mais ça veut vraiment dire pleurer. Et ça, c'est aidant pour l'enfant de passer et de savoir que quand il va demander, il aura quelqu'un. Du coup, après, il peut naviguer puisqu'il sait que quand il va demander, il aura quelqu'un. Donc, c'est vraiment cette dimension-là qui est, oui, l'attachement n'est jamais trop, tant que c'est l'enfant qui demande. Alors, être attaché à quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un vers qui on se tourne quand on est en détresse. Nous avons, nous aussi, en tant qu'adultes, alors les chercheurs appellent ça des figures d'attachement. Bon, voilà, c'est le nom de la personne à laquelle on est attaché. C'est un nom scientifique. Nous avons, nous aussi, adultes, des figures d'attachement. C'est d'ailleurs vital d'en avoir jusqu'à toute notre vie. Souvent, nous n'en avons pas beaucoup. Des amis, nous pouvons en avoir, donc des gens qu'on apprécie, qu'on aime. Nous pouvons en avoir un certain nombre. Si je vous dis, par exemple, vous gagnez au loto et vous pouvez emmener tous ceux que vous voulez passer des vacances à Rio de Janeiro, si on oublie qu'il y a le Covid, bien sûr. Vous pouvez emmener un certain nombre de gens à Rio de Janeiro passer des vacances. Par contre, si je vous dis, c'est 2h du matin, il vous arrive une vraie tuile, vous tombez dans les escaliers, vous vous fracassez le bras et vous avez besoin de quelqu'un pour vous emmener à l'hôpital, qui est-ce que vous appelez? Là, vous allez voir apparaître probablement 2, 3 personnes, mais généralement, il n'y en a pas tellement plus. Et ces personnes-là sont vos figures d'attachement. Et pour les enfants, c'est un peu pareil. Généralement, des figures d'attachement, ils en ont 3, 4, il y en a souvent. Alors, si vous lisez des ouvrages sur l'attachement, ils parlent d'une figure d'attachement principale. Aujourd'hui, mon expérience en cabinet et de ce que j'observe dans les structures de petite enfance où je passe, c'est que à l'époque où ça a été écrit, il parlait vraiment de la mère principalement en figure d'attachement principale. C'était quand même dans les années 80, à l'époque où le père avait une place qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, ça arrive très régulièrement dans au moins 40% des familles que je rencontre, c'est le père la figure d'attachement principale. Et entre les deux parents, souvent, c'est quasiment la même chose. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. Et autour de ça, l'enfant, il va pouvoir avoir 2, 3 autres personnes avec qui il se sent réellement en sécurité. Parce que pour pouvoir se sentir en sécurité avec quelqu'un, il va avoir besoin de construire ça. Ça ne se décide pas. Pour savoir si l'enfant est en sécurité, il va avoir besoin d'être en détresse, d'appeler et de vérifier qu'avec cette personne-là, ça fonctionne. Et si ce jour-là, à la crèche, Laetitia, elle est absente et du coup, c'est Caroline qui la remplace, c'est très bien. Sauf que Caroline, s'il ne la connaît pas, il n'est pas en sécurité avec Caroline. Parce qu'avec Caroline, il n'a jamais été en détresse, appelé et vérifié qu'elle était bien d'aplomb.
Et donc, du coup, ça repart de zéro. D'où l'importance de la référence et d'où aussi la qualité d'attachement qui va pouvoir se tisser plus facilement avec des assistantes maternelles qui sont uniques, enfin, qui sont seules à intervenir, que dans des structures petite enfance où on est plusieurs. Parce que du coup, c'est un peu comme si vous voulez, vous arrivez à un stage de plongée, vous ne savez pas faire de la plongée, pendant 8 jours, vous êtes avec un moniteur qui sait que vous avez la phobie du noir et puis vous ne supportez pas les algues qui sont plutôt bleues comme ça, et du coup, il pense à vous prévenir quand vous approchez des algues ou quand ça va bientôt être noir. Et puis, un jour, il est malade, on vous en présente un autre, et ils vous disent « Oui, oui, si, mais il est tout aussi bien que l'autre, il n'y a pas de souci ». En fait, tant que vous n'avez pas pu vérifier qu'il pense aussi à vous prévenir que les algues sont bleues ou que ça va bientôt être noir, vous n'en savez rien en fait, qu'il est aussi bien que l'autre. Et donc pour les enfants, c'est un peu pareil. L'idée d'avoir des personnes avec qui ils ont fait l'expérience d'aller mal, d'appeler et que la personne réponde. Et donc, pour recréer un lien d'attachement, il n'y a pas de secret, il faut accompagner l'enfant, et c'est ce que vous faites d'ailleurs pendant les périodes d'adaptation ou de familiarisation, ça dépend comment vous l'appelez aujourd'hui. C'est-à-dire que quand le parent part, l'enfant va ressentir, on va mettre une sensation désagréable, voilà, que l'intensité peut être variable, mais du coup, les adultes qui sont présents vont répondre à ce besoin-là, vont le prendre dans les bras, vont lui parler, vont chercher à lui raconter une histoire, à faire des chansons, enfin tout ce que vous faites dans le quotidien quand vous gardez un enfant qui est en train d'exprimer que c'est désagréable que l'autre soit parti. Et donc, du coup, l'enfant va vivre que finalement, tiens, je suis en détresse et avec cette personne-là, elle arrive à m'apaiser, ou en tout cas, elle cherche, elle est là, elle est disponible. Bon, du coup, petit à petit, ce sera plus facile parce que j'aurai tissé un nouveau lien d'attachement avec cette personne. Et donc, du coup, pour retisser un lien d'attachement avec un enfant, ça demande juste à être à côté de lui chaque fois qu'il ne va pas bien. Voilà. Et du coup, de prendre de la place. Je pense à une maman que j'accompagne au cabinet qui a son conjoint qui travaille de nuit et qui disait du coup, là, maintenant, il a changé de boulot, donc on aimerait bien que la nuit, ce soit lui qui prenne le relais. Oui, ça va être possible, mais ça va être possible parce que progressivement, bien sûr que l'enfant, il va appeler sa mère parce qu'il a l'habitude que ce soit elle qui soit là la nuit et il est sûr que ça marche et que ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de survie. Et puis, petit à petit, si progressivement son père se met à y aller de plus en plus souvent, et du coup, il va pouvoir construire un lien d'attachement avec son père. Ça nécessite que il faut que le père arrive à répondre aux problèmes. Mais pour ça, il y a besoin de temps et il y a besoin aussi que il y a des moments où nous nous retirions. C'est bien ce que ça fait d'ailleurs à la structure. Dans les structures, quand vous laissez vos enfants aux assistantes maternelles ou aux crèches, les professionnels, elles cherchent et puis elles arrivent par différents moyens. Des fois, elles vont dehors, des fois, voilà, c'est les autres enfants qui font diversion. Voilà, des fois, et ça permet d'apaiser. Et du coup, l'idée, c'est que vraiment l'enfant puisse arriver à vivre que cette nouvelle personne, elle a réussi à trouver une solution à mon problème. Et du coup, petit à petit, le lien se reconstruit avec une nouvelle personne. Sauf que si c'est une nouvelle personne toutes les demi-journées, c'est beaucoup plus long à construire parce que plus il y a d'expérience avec une même personne, plus le lien est sécure. Voilà. D'où, notamment chez les petits, on gagne du temps en fait quand on limite les intervenants. Voilà. C'est plus ça. Dans la slide suivante, on reprend ce que j'avais évoqué, que c'est le bébé qui s'attache, et quel que soit l'adulte qui s'occupe de lui, il s'y attachera. Ça reprend la dimension du Touareg, c'est pas que en fait, l'enfant ne choisit pas, l'enfant, lui, il fait que s'adapter. Voilà. Ça donne une dimension qui est assez intéressante d'ailleurs, cette question-là de c'est lui qui s'adapte, c'est qu'en fait, je vous disais tout à l'heure que les chercheurs se sont rendus compte que ça construit un mode d'emploi relationnel. Je vous en dis un mot parce que c'est là quand je vous explique surtout les choses quand tout va bien. Quand on est disponible, ça construit un certain nombre de briques en interne et de solidité dans la maison en interne et de confiance en soi. Et puis, il y a des fois où nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas disponibles et nos réponses ne sont pas parfaites avec nos enfants. Et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon, la vie serait trop plate. Donc, il y a des tas de moments où nous ne sommes pas disponibles et où du coup, en fait, l'enfant, lui, il va
comme lui, même si on n'est pas dispo, en fait, il a toujours besoin que l'adulte s'occupe de lui. Il reste dépendant, ça ne change pas. Du coup, il va y avoir un espèce d'apprentissage de la part des enfants qui est complètement inconscient et complètement involontaire. Hein. C'est-à-dire que lui, ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin que vous soyez là. Et quand ça ne va pas, hein, il a besoin que vous soyez là quand ça ne va pas. Et donc, du coup, il va tirer un peu des stats dans les différents comportements qu'il émet, quels sont ceux qui permettent que vous soyez là. Et si c'est un comportement, enfin, si la répétition fait, par exemple, je vais vous donner des grandes catégories, ok, qui est, ne vous voyez pas dans les cases, d'accord, c'est pour que, l'idée c'est que vous ayez des images. Il y a des enfants, quand ils sont sages, calmes au salon ou calmes dans un coin de la classe, voilà, et ben, on reste à côté d'eux. Et puis, s'ils se mettent à se rouler par terre, on les envoie dans leur chambre. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est qu'on soit le plus près possible. Donc, en fait, dans leur mécanisme d'apprentissage, involontairement, ils vont apprendre que pour obtenir ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire la proximité de la figure d'attachement, eh ben, vaut mieux être sage. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ces enfants-là, quand ils les retrouvaient à l'âge adulte, eh ben, quand ils étaient en difficulté, c'était des gens qui l'exprimaient très peu et qui demandaient peu d'aide parce qu'en fait, leur corps se souvient que quand ils expriment que ça ne va pas, ils se retrouvent seuls. Or, ils ont besoin de quelqu'un. Donc en fait, il y a quelque chose qui induit un peu quand même une façon de réagir quand on est sous stress. Il y a d'autres enfants, autre caricature, qui, quand ils sont sages, les adultes en profitent pour aller faire autre chose. Et quand ils se mettent à faire taper sur leurs frères, tout ça, bref, l'adulte revient et leur crie dessus. Pour leur dire oui, t'as pas le droit de faire ça, machin, truc, muche. Peu importe le contenu de ce qu'on dit, on est là. Donc en fait, l'enfant, lui, il apprend, mais c'est pas volontaire, hein, c'est pas de la manipulation. Il apprend que son comportement, en fait, quand il râle très fort ou quand il émet des insatisfactions importantes, eh ben, c'est comme ça qu'il est le plus protégé, puisque c'est là que l'adulte est présent. Et que ça, bah, finalement, ça se retrouve, ils l'ont aussi retrouvé chez les adultes quand ils ont pu observer ces enfants-là, qui finalement, chez les adultes, quand ils sont en difficulté, eh ben, l'expriment très, 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 très fort, parce que ben, pour eux, dans leur expérience, c'est comme ça que ça augmente les chances d'être entendus. Et ça, c'est pas du tout un caprice au sens de... Il n'y a pas de côté intentionnel de l'enfant. Il y a une question d'apprentissage. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il a besoin de l'adulte. Donc, eh ben, il va sélectionner ses statistiques hein, dans ses comportements. Qu'est-ce qui fait que l'adulte est là? Alors ça, c'est un peu mathématique, mais ça veut dire du coup que si on a envie que notre enfant bouge, on va avoir besoin de bouger où est-ce que nous, on y répond. Donc si par exemple, vous décidez bah, du coup de dire, bon, bah, ok, j'interviens plus quand il renverse le saladier par terre ou qu'il fait des bêtises, ok, pourquoi pas? Si ce n'est qu'on a quand même besoin de garder en tête que s'il fait ça, c'est qu'il a besoin de notre proximité. Donc on va avoir besoin d'aller nourrir la relation à d'autres endroits. Si on enlève à un endroit, il faut qu'on mette ailleurs. Donc, cherchons où est-ce que, avec cet enfant-là, eh ben, on va pouvoir créer de la relation et créer de la sécurité et des moments partagés qui vont être en dehors des comportements qu'on cherche à diminuer. Et c'est une des... D'ailleurs, il y avait pas mal de questions pour vous autour du sommeil. Pour moi, les problèmes de sommeil ne se règlent pas la nuit. La nuit, on fait ce qui marche pour que tout le monde dorme. Et les problèmes de sommeil se règlent le jour. C'est-à-dire que c'est le jour qu'on apprend doucement à gérer les séparations de quelques secondes à quelques minutes. C'est le jour qu'on apprend à construire à l'intérieur de l'enfant que ben oui, on sera là si ça va pas. Et c'est ça qui va faire que la nuit, il va petit à petit arriver à s'endormir seul et dormir seul. Juste pour info, hein, un enfant qui se réveille la nuit, c'est quelque chose de normal.
J'ai une vidéo, d'ailleurs, vous trouverez les liens sur le PowerPoint, que j'aime beaucoup, qui dit qu'un enfant qui fait pas ses nuits, en fait, un enfant, il fait toujours ses nuits. C'est les nôtres qui fait pas. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, on dort pas. Mais eux, c'est complètement normal qu'un enfant se réveille la nuit. Petit à petit, il va apprendre à se rendormir tout seul. Et plus il va avoir de sécurité en interne et savoir que s'il va vraiment mal, il pourra appeler, plus il pourra arriver à s'endormir, à enchaîner les cycles. Et pour ça, c'est vraiment une question vous avez mis juste distance, juste proximité. Est-ce qu'on attend est-ce qu'on arrive, pour tout un tas de raisons, hein, des fois il y a des voisins, d'autres enfants, d'autres parents qui dorment, voilà, je n'essaie pas de vous culpabiliser du tout, hein, on fait aussi comme on peut, à lui laisser une chance de fonctionner seul et qu'on arrive vraiment quand il a besoin aussi. Donc voilà, donc ça c'est vraiment toute une dimension d'accordage et effectivement la nuit ça se règle la journée. La nuit, faites ce qui est possible pour vous et autant que possible vous dormez. La figure d'attachement, donc j'en ai parlé un petit peu, c'est la personne à laquelle l'enfant s'attache. Alors ça c'est aussi quelque chose d'important parce que ce n'est pas parce que nous sommes la figure d'attachement principale de l'enfant, ou pas d'ailleurs, que l'enfant nous aime. On a vu tout à l'heure, c'est très différent l'attachement et l'amour. La figure d'attachement, c'est qui? C'est la personne qui a répondu le plus souvent, le plus rapidement et de la manière la plus adaptée à mon besoin de proximité quand j'étais en détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, l'enfant, chaque fois qu'il est dans une pièce, il balaye l'ensemble de l'assemblée et il se dit, dans cette pièce, c'est très statisticien. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a écrit un bouquin passionnant sur le cerveau des enfants, comment est-ce qu'il tire des stats en permanence, et ça en fait partie. Et il met une colonne d'entrée dans son tableau. Si parmi vous, il y a des vrais statisticiens, c'est une approche plutôt puère de la statistique, hein, d'accord, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Dans une première entrée, il dit qui c'est qui a été là le plus souvent dans tous les gens qui sont là. Deuxième entrée, qui c'est qui est arrivé le plus rapidement quand j'ai appelé. Troisième entrée, est-ce que la réponse était adaptée ou pas quand j'ai appelé et qu'ils sont venus. Et ils font un schmilblick de tout ça, un algorithme, quoi, et ils extraient, c'est cette personne-là qui a le meilleur score. Et ça ne veut pas dire que c'est la personne que j'aime le plus, ça veut dire que c'est la personne avec qui j'ai fait le plus souvent l'expérience que quand j'étais en détresse, elle a su répondre. Et donc, du coup, c'est vraiment déconnecté de la dimension d'amour. Et vous pouvez très bien être un parent avec qui, pour des raisons X, Y, c'est pas vous qui êtes là le plus souvent. J'ai entendu par exemple dans les questions des gens qui demandaient, voilà, si le lien il a été interrompu parce que y a un des parents qui a dû s'absenter pour tout un tas de raisons, notamment médicales. Et oui, du coup pendant un moment la quantité du le plus souvent, elle va diminuer, mais ça va revenir. Et parce que il va y avoir d'autres réponses et puis peut-être que des fois oui on est là moins souvent, mais quand on est là on est pleinement disponible à l'enfant et du coup la réponse elle est extrêmement adaptée. Et puis des fois il y a des parents qui sont là. Moi j'ai vu par exemple des parents que j'ai accompagnés où a priori on pourrait se dire le plus souvent c'est quand même en l'occurrence c'était la maman parce qu'elle travaillait pas, donc elle était passée beaucoup d'heures avec les enfants. Sauf qu'elle vivait elle-même une situation compliquée, donc elle était très peu disponible au niveau psychique et elle avait plein de bonnes raisons de ne pas l'être. Et donc, en fait, la réponse, elle était souvent, elle mettait beaucoup de temps à arriver. Et finalement, le papa était en tout cas dans l'expérience, était une figure d'attachement qui était plus sécurisante que la maman. Et c'est ni bien ni mal, en fait. L'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un. Les briques qui sont mises par les adultes, la sécurité qui est apportée par l'adulte, quel que soit l'adulte qui l'apporte, l'essentiel c'est qu'elle soit apportée. Voilà. Ça c'est vraiment, il n'y a pas de question de mince, et s'il est plus attaché à la c'est aussi des questions des fois que vous pouvez avoir. Moi, j'ai eu quand j'accueillais les familles, quand j'étais directrice de crèche, est-ce que finalement, il ne va pas préférer, vu qu'il va passer plus de temps avec l'assistante maternelle ou avec la crèche, est-ce que finalement, il ne va pas y avoir un lien plus fort? En fait, déjà, la relation d'amour, elle est avec les parents, ça c'est sûr, et finalement, en fait, ce qui sera construit à cet endroit-là, c'est toujours ça de plus pour pouvoir permettre à l'enfant d'avoir de la confiance en lui. Et même si au final, pendant une période, il passe plus de temps avec une personne, il y a quand même un lien, pour le coup, qui est un lien affectif, qui lui reste immuable avec les parents. Voilà.
Et que là-dessus, voilà, les interactions qui sont jouées avec les parents, elles construisent encore davantage que les assistantes maternelles et les professionnels de crèche. Qu'est-ce que j'ai mis dans les choses que je voulais évoquer avec vous? Les figures d'attachement sont toujours un adulte, parfois un autre enfant. Il y en a peut-être parmi vous qui se sont rendus compte que quand les adultes sont trop absents ou dans des très grandes familles, par exemple, on le voit dans la famille de mon mari, son papa, ils sont 12 frères et sœurs, la figure d'attachement principale du dernier, c'était la grande sœur, c'était pas la maman. Bon, c'est ni bien ni mal, hein. L'essentiel, c'est d'en avoir une. Donc voilà, en tout cas pour le dernier, c'est ni bien ni mal. Pour la grande sœur, on en discute, mais voilà. Ça peut éventuellement être un animal. Ce n'est jamais un objet. Ça veut dire que le doudou n'est pas une figure d'attachement. Le doudou, c'est quelque chose que nous avons construit comme besoin pour les enfants pour leur permettre d'attendre que la figure d'attachement se libère. C'est-à-dire que le doudou est arrivé à peu près pour l'enfant à l'époque où les adultes ont commencé à être moins disponibles. Voilà. Et donc, la question du doudou est souvent une question qui revient en structure. Pour moi, mais ça, ça n'engage que moi, un doudou à disposition n'est pas une problématique en soi. Un doudou qui n'est pas à disposition n'est pas une problématique non plus si l'adulte est à disposition. Voilà. Donc, en fait, le doudou n'aura pas la fonction de construire un attachement. Ce n'est que dans la relation avec un être vivant que nous pouvons construire l'attachement. Donc, ce qui permet souvent d'ailleurs d'apaiser quand on donne un doudou, c'est que qu'est-ce qui se passe quand on donne un doudou? Il y a un adulte qui vient et qui donne le doudou et qui lui dit « Oh là là, encore 2 minutes, allez, j'arrive ». Et en fait, déjà ça, c'est répondre pour un bout aux besoins d'attachement de l'enfant. Donc, bien sûr que le doudou, aujourd'hui, on a créé le besoin, donc les enfants, ils en ont besoin. Voilà. Mais en tout cas, s'il y a des jours où il n'y a pas de... vous ne l'avez pas, l'idée, c'est que s'il y a des familles parmi vous qui font que leurs enfants n'ont pas de doudou, si l'adulte est à disposition, ça, ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèque à notre existence. La référence, on en a déjà dit quelques mots. Je regarde un peu l'heure. Qu'est-ce qui permet de construire un attachement sécure? C'est le fait, donc c'est ce qu'on évoquait, que la figure d'attachement, elle soit disponible. Donc ça, c'est vraiment une question de disponibilité physique et aussi de disponibilité psychique. Il y a tout un tas de conférences que vous pouvez regarder sur les écrans des enfants et de leurs effets délétères sur la construction de l'enfant. En fait, le vrai problème des écrans, c'est déjà premièrement les écrans des parents qui rendent l'adulte indisponible. Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, mais si vous avez ça, moi j'ai fini par les arrêter, mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, quand nous sommes sur 50 groupes WhatsApp et que nous recevons en permanence des notifications qui bipent, on peut être en train de lire un livre à notre enfant, on va imaginer la meilleure des situations, ou en train de jouer avec notre enfant ou de manger avec notre enfant. Chaque fois que notre téléphone bip pour nous dire qu'on a un message, notre attention, elle est détournée de la relation à l'enfant. Et donc, du coup, en fait, on perd la disponibilité dans ce moment-là. Et une des premières préconisations que je fais quand je reçois des familles au cabinet, c'est de leur demander d'avoir 10 minutes par jour sans aucune interférence dans leur relation à leur enfant. Et bien, rien que ça, si vous regardez, je me rends compte qu'en fait, on est très peu, ça devient très rare, en fait. Donc, la disponibilité, le besoin de disponibilité a toujours existé et il n'a jamais été aussi peu présent que depuis que les écrans sont présents dans nos vies. Et surtout dans la vie des parents. Et là, je relisais encore un dernier article aussi en lien avec ça, qui disait qu'en fait, les écrans en soi pour l'enfant ne posent pas de problème majeur si tant est que le contenu, bien sûr, leur soit adapté. S'ils regardent ne serait-ce que les infos, par exemple, c'est pas adapté pour les enfants. Des films d'horreur, je parle même pas de... Voilà, ça, c'est pas adapté. Mais s'ils regardent Oui, oui, petit ours brun, machin, le contenu ne pose pas de problème. Ce qui pose problème avec les écrans des enfants, du coup, c'est que c'est une activité qui est solitaire et que, du coup, pendant qu'ils sont seuls avec l'écran, l'attachement ne se construit pas puisqu'il n'y a pas de relation. Un écran qui permettrait d'être en relation avec l'enfant n'est ni mieux ni moins bien qu'un livre, un circuit de voiture ou un gâteau qu'on est en train de manger ensemble. Si l'écran est support de relation, il ne pose pas problème. Si l'écran diminue la quantité de relations que nous avons avec nos enfants, il crée des manques.
et donc il crée des carences au niveau de l'attachement. Et que c'est vraiment, en fait, c'est ça la difficulté de l'écran. Voilà. C'est juste comment est-ce qu'il empêche la disponibilité pour répondre aux besoins aux signaux de détresse de l'enfant. Une autre des postures de la figure d'attachement, c'est le fait qu'elle soit adaptée et prévisible. Donc que la réponse qu'on apporte, ce soit la bonne. Si on peut, c'est bien. Si on ne peut pas, c'est pas grave. Au moins, il y a quelqu'un qui cherche. Et que ce soit prévisible, ça veut dire le côté toujours pareil. C'est extrêmement précieux pour les petits parce que ça permet d'anticiper ce qui va arriver, vu que tout dépend de l'autre, de savoir que l'autre, quand même, il fait souvent la même chose, c'est plutôt plus facile. Et on l'a revu, que les figures d'attachement ne soient pas trop nombreuses, donc limiter la variété des intervenants, notamment dans la première année, c'est ça qui est le plus évoqué. Voilà. Et donc il y a d'ailleurs des tas de courants qui évoquent l'allongement des congés parentaux et autres en lien avec ces préconisations-là. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Je regarde, ça c'est la slide qui permet de définir l'attachement à l'adulte et la différence entre l'attachement et l'amour. Moi, je vous ai fait partir dans un désert sur ma slide, j'avais imaginé vous emmener dans une jungle, mais c'est le même principe. Hein. Voilà. Et ça, c'est vraiment, du coup, quand l'enfant y vit régulièrement. L'idée, c'est pas que ce soit à chaque fois, d'accord ? S'il y a des fois où on loupe, c'est pas grave. On construira la fois suivante. On a besoin juste de se dire que c'est suffisamment fréquent. D'ailleurs, je n'ai pas de doute que ça le soit, puisque tous vos enfants sont en vie et tous les enfants dont vous vous occupez sont en vie. Donc, ça veut dire que vous avez réussi le plus souvent à répondre de manière adaptée, suffisamment rapide et avec des personnes suffisamment stables. Voilà. Ça, c'est déjà plutôt rassurant. Et que chaque fois que vous allez réussir à continuer à accompagner cette dimension-là, ça va continuer à construire. Et petit à petit, la maison en interne qu'on a vue dans la slide, alors je la cherche parce que je vais vous donner la nausée si je les balade. Voilà. Dans cette slide-là, cette maison en interne, on peut continuer à la construire toute notre vie. Chaque fois que nous sommes en difficulté, qu'on demande de l'aide ou qu'on en parle à quelqu'un, et que cette personne, elle nous écoute, elle nous accueille, elle nous répond. Voilà. Donc ça, c'est vraiment continuellement en évolution. Avant qu'on s'arrête, je voulais dire juste un tout petit mot par rapport à la colère, parce qu'on a évoqué tout à l'heure que l'enfant, il a besoin qu'on soit à côté de lui pour toutes les émotions d'ailleurs. Pour la peur, quand on voit un enfant avoir peur, souvent nous arrivons à répondre à ça. Quand on voit un enfant être triste, souvent nous arrivons à répondre à ça, quand on n'est pas nous-mêmes trop envahis par d'autres choses, et voilà, mais la plupart du temps, nous arrivons à y répondre. Quand un enfant est dans la joie, en tout cas dans ce que j'ai pu observer, c'est assez spontané de la part des adultes de se réjouir avec lui. Et quand un enfant est frustré et se roule par terre, il y a un truc qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour nous d'arriver à se dire qu'il a besoin de nous pour arriver à se calmer, alors que des fois, il est en colère contre nous. Voilà. Et il y a juste un truc avec lequel je voudrais que vous partiez, c'est que si vous voyez que votre enfant commence à être dans la phase d'opposition, ce qu'on appelle la fameuse phase d'opposition, c'est que vous avez déjà plutôt réussi la première étape. Parce que tant que l'enfant, il sent... Si je vous remets dans le... Vous allez repartir dans le désert un petit moment avec le Touareg. Au début de la relation avec le Touareg, vous n'allez pas trop oser lui dire non mais ça ne me va pas ce que tu es en train de me dire, non mais je ne suis pas d'accord pour que tu me parles sur ce ton-là, ou non mais moi d'abord j'ai soif maintenant et je voudrais boire maintenant. Voilà. Au début, vous n'osez pas ça. Vous allez d'abord au début juste essayer de faire en sorte qu'il reste à côté de vous. Et puis quand la relation elle va être suffisamment sécure et que vous allez sentir que ok, c'est bien qu'il vous protège, mais vous avez aussi un peu envie de devenir qui vous êtes vous, d'exister en tant que personne et de pas forcément faire que obéir. Et dans la vie d'adulte, c'est aidant que nos enfants apprennent à faire autre chose qu'à obéir. Pour quand ils seront adultes, vous allez commencer à vous opposer à ce Touareg. Et ça veut dire que la relation, elle se rassure. Donc, si vos enfants commencent à être dans l'opposition et à exiger des trucs, à se mettre à s'opposer, c'est plutôt que vous avez réussi la première étape. Et donc, à cette étape-là, il y a deux règles qui sont très faciles à donner sur le papier et plus fatigantes à mettre en œuvre en pratique. C'est choisissez vos combats. C'est-à-dire que tout ce à quoi vous pouvez dire oui, genre ils veulent aller à la crèche en bottes de pluie alors qu'il ne pleut pas, c'est pas grave.
ils vont à la crèche en bottes de pluie. Par contre, non, on ne met pas les doigts dans les prises et non, on n'achète pas le Lego Star Wars parce que ce n'est pas le jour où vous l'aviez décidé. Et donc là, la crise va émerger, il va être en colère. Vous allez lui dire, bah ouais, je suis désolée, c'est vraiment énervant d'être obligé de ne pas mettre les doigts dans les prises et c'est vraiment casse-pied et vraiment, c'est nul d'avoir un parent qui ne veut pas acheter de Lego Star Wars et on ne va quand même pas acheter le Lego Star Wars. Et là, bah, dans ces moments-là, sur le moment, il va râler. Hein. Ça peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, parce que le temps de construire cette étape, c'est quand même, ça prend un certain temps. Mais ce que l'enfant vit à ce moment-là, c'est vraiment, ah oui, en fait, mon parent, il préfère me protéger plutôt que je l'aime, en fait. Je vous donne un autre exemple. Quand, par exemple, des fois, ça nous arrive de dire à un enfant, descends de là, tu vas tomber. Et première option, on lui dit descends de là, tu vas tomber, et on le laisse sur le rocher parce qu'on est en train de discuter et de faire autre chose, ou qu'on a d'ailleurs envie qu'il fasse ses expériences. Et bon, bah, qu'est-ce qui se passe? L'enfant tombe. Et quand l'enfant tombe, qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, lui, à l'intérieur, il ne se dit pas ah ben il m'avait prévenu, voilà, la prochaine fois, il faudrait que je fasse attention. En fait, ce que l'enfant se dit à l'intérieur, c'est ok, il savait que c'était dangereux. Il m'a vu faire et il m'a laissé faire. C'est que je ne dois pas être bien important pour lui pour pouvoir, pour qu'il me laisse en fait, pour qu'il me laisse me mettre en danger. Donc ça, en fait, ça construit que, ben non, en fait, j'ai pas beaucoup. Il construit à l'intérieur de lui qu'il n'a pas beaucoup de valeur. Donc, soit, si vous avez envie de laisser vos enfants explorer, laissez-les explorer, mais juste vous leur dites pas que c'est dangereux, voilà, parce que ça évite de construire ça. Et l'autre possibilité, c'est que vous allez le chercher. Vous intervenez et vous le descendez du muret en lui disant maintenant ça suffit, tu montes pas là-haut, je t'ai dit de descendre. Il va se rouler par terre parce qu'il n'est pas content, ou crier, ou vous dire t'es nul, tu veux jamais m'énerver des trucs. Et si c'était vraiment dangereux, ce que ça va faire à l'intérieur de l'enfant, c'est qu'il va être en colère contre vous, mais il va apprendre que lui, il a de la valeur parce que vous préférez vous faire crier dessus, peut-être, vous déranger pendant votre discussion, plutôt que de le laisser se faire mal. Et donc, du coup, ça, petit à petit, pas dans l'immédiat, ça construit quand même que, ben oui, tout ce qui touche à la protection, eh ben, on va continuer à les frustrer parce que oui, ça reste la priorité, c'est de les protéger. Et ça, c'est la base de sécurité de l'attachement. C'est pour ça que plus loin dans le PowerPoint, vous verrez qu'il y a des photos de base de porte-avions. C'est l'image que utilisaient Bowlby et Mary-Anne Swartz et Mary Main pour parler de la base de sécurité. Donc voilà, c'est vraiment, la colère, c'est vraiment permettre à l'enfant de faire des choix chaque fois que vous pouvez le laisser choisir. Il veut commencer, j'ai accompagné une structure il n'y a pas très longtemps en analyse des pratiques, on a beaucoup discuté sur la mise en place du plateau repas par exemple, pour que l'enfant puisse choisir dans quel sens il veut manger ses aliments. Bah, ça, c'est une façon de permettre à l'enfant de construire qui il est, quel goût il a, quelle envie il a, et qui finalement n'est pas très coûteuse en termes de liberté qu'on peut laisser à l'enfant. Et puis, il y a d'autres trucs où, par contre, on n'a pas le choix. Même si c'est casse-pied pour eux, on est désolé, il va quand même falloir manger à cette heure-là, même si eux, ils n'ont pas faim parce que c'est une collectivité. Et on peut dire à l'enfant, oui, c'est casse-pied et on va le faire quand même. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une dimension dans la colère. Comment est-ce qu'on peut permettre la colère tout en maintenant le cadre? Voilà un peu par rapport à la question de la colère ce que je voulais rajouter. Il y a encore des milliers de choses que j'aimerais vous dire, mais je vois l'heure qui avance et j'aimerais avoir le temps pour les questions. Donc, on va s'arrêter là pour le moment. Et je vais du coup arrêter le partage. Il est déjà arrêté, j'ai l'impression. Et je vais ouvrir la messagerie pour pouvoir lire les interrogations. Vous allez me les amener peut-être. Je vais demander à mes collègues qui sont à côté si elles peuvent m'amener les questions que vous avez posées. Je remets le masque le temps qu'elles viennent. Je vous les récupère, vous les avez nommés. Merci bien, super. Il faut regarder en l'air, sinon quand je regarde mon ordi, ce que je vois dans le... Ah super, c'est très bien. Bonsoir Marie, merci pour cette intervention. Nous avons pour l'instant 3 questions qui nous ont été posées. Oui. Donc ma fille pleure systématiquement quand je vais aux toilettes. Comment je peux la rassurer?
est-ce que vous avez moyen de rajouter quel est l'âge de votre fille? Ah, voilà, alors, il y a la personne qui s'occupe de 18 mois. 18 mois. 18 mois. Alors, parfait. Alors, la première nouvelle, c'est que vous allez continuer à aller aux toilettes, parce que sinon, ça ne va pas être possible de vous arrêter. Le meilleur moyen, c'est qu'elle puisse apprendre que même quand vous êtes aux toilettes, vous êtes disponible. Ça veut dire que vous allez la prévenir que vous y allez et vous allez la laisser vous suivre autant que possible. C'est-à-dire que je ne sais pas comment c'est fait chez vous, mais voilà, autant qu'elle peut, 18 mois, elle doit commencer au moins à marcher à 4 pattes. Si elle veut vous suivre, elle vous suit. Et vous la laissez derrière la porte. S'il faut, vous passez votre main à travers pour qu'elle puisse vous toucher, jusqu'à ce que petit à petit, la main soit de trop, vous laissez la porte fermée, mais vous parlez. Et petit à petit, elle va apprendre que vous êtes loin, mais disponible quand même, en cas d'urgence. Et c'est ça qui va permettre à l'enfant de s'éloigner. C'est parce que l'enfant sait que s'il y a un besoin urgent, nous serons disponibles, qui va permettre que du coup, il va réussir à s'éloigner. Okay ? Je vous fais une comparaison avec le besoin de boire. Nous sommes aujourd'hui, vous et moi, quand on arrive dans un lieu, on ne cherche pas s'il y a de l'eau disponible. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y en aura de partout. Okay ? Nous avons donc appris à arrêter de chercher si l'eau était disponible parce qu'elle l'était. Et bien pour la figure d'attachement, c'est pareil. C'est parce que l'enfant sait que nous serons disponibles quand il aura besoin qu'il va arrêter de nous demander. Et tant qu'il a un doute, il demande. Donc, ça peut paraître un peu antinomique, mais je pense, par exemple, ça me fait penser à une structure où il y avait un petit qui voulait tout le temps coller une des professionnelles. Et quand la professionnelle essayait d'aller changer un autre enfant, bah, du coup, lui, il hurlait dans la pièce de vie parce qu'il ne voulait pas qu'elle y aille, machin, truc mouche, quand elle allait coucher un autre enfant. Et en fait, je me souviens de ce petit garçon, d'ailleurs, il avait 2 ans et demi. Et en fait, au bout d'un moment, elle lui a dit, bah, écoute, si tu ne fais pas de bruit et que tu ne me déranges pas, tu peux rester avec moi. Parce que du coup, quand elle va coucher un autre enfant, l'autre enfant avait besoin qu'elle soit disponible. Et en fait, bah, du coup, il la suivait partout. Et du coup, bah, il disait rien, parce que bien sûr que s'il se mettait à hurler aussi, ça empêchait la relation avec celui qui était là. Donc du coup, il aurait mieux valu que ce soit quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Mais comme là, il était à côté, ça n'empêchait pas la relation. Et en fait, en pratiquement 15 jours ou 3 semaines, bah, du coup, il s'est mis à la regarder partir. Et la porte était restée ouverte, il pouvait y aller si besoin, mais il n'y allait plus. Et puis petit à petit, il s'est même arrêté à chercher. Donc en fait, c'est vraiment parce que l'enfant a accès à nous qu'il arrive à se détacher. Ça me fait penser à un autre exemple. Ça va, j'ai le temps de donner un autre exemple où, au tout début où bref, j'ai démarré mes accompagnements en thérapie, je suis partie en vacances une semaine et il se trouve que j'avais une patiente qui n'allait pas bien, donc j'avais prévu un rendez-vous en visio pour la voir au milieu de mes vacances. On avait convenu d'un rendez-vous. Et donc j'étais chez mes parents et je dis à mes enfants, je vais me mettre dans la chambre et vous ne me dérangez pas. Et j'ai dû dire ça sur un ton un peu qui laissait entendre que vraiment, il ne fallait pas me déranger, quoi. Vous voyez ? Et instantanément, mon fils aîné, qui pourtant avait, je pense, 11 ans, me dit « Mais si on se fait mal ?» Vous voyez, il est en train de se dire « Ah mince, d'accord, je peux faire sans maman d'habitude, ou sans papa, hein, mais là, mon mari n'était pas là non plus. Mais en fait, il peut faire sans moi parce qu'il sait que s'il y a un pépin, je vais venir. » Et là, dans mon intonation, il y a un truc que j'ai dû dire d'une façon qui laissait sous-entendre que non, pas cette fois. Et je ne réponds pas comme il faut, puisque je lui dis « Ah bah, si tu te fais mal, tu iras voir Papineau et Mamial. » C'est mes parents. Ça ne lui a pas suffi. Lui, du coup, il est en train de se dire « Ah, donc elle me répond bien qu'elle n'est pas dispo. » Et question suivante de mon fils, c'est « Et si je meurs ?» Et là, je lui dis « Ah bah, si tu meurs, ils viendront me chercher. » Et donc, du coup, c'est pour dire qu'en fait, c'est vraiment parce qu'ils savent que nous serons dispo, qu'ils vont arriver à faire ça. Voilà. Donc, continuez à aller aux toilettes et tant que vous pouvez, laissez-la accéder jusqu'à ce que, quitte à ce qu'elle pleure un peu derrière la porte, mais en tout cas qu'au moins elle vous entende, qu'il y ait encore une connexion pour que vous ayez ça.
Merci. Prochaine question. Comment gérer le besoin d'attachement de l'aîné lors de l'arrivée d'un petit bébé? Très bonne question. Euh, c'est d'où l'importance de l'allongement du congé paternité. Vous pouvez vous greffer des bras supplémentaires. Ça marche pas mal, mais c'est encore pas très démocratisé. Euh, L'idée, c'est vraiment d'arriver à nommer les choses et à lui dire que c'est normal qu'il trouve ça difficile. Voilà, déjà ça, c'est énorme. De lui dire qu'il a le droit de ne pas aimer son petit frère ou sa petite sœur, qu'il a le droit de trouver ça difficile, qu'il a le droit... voilà. Et ça, déjà, c'est énorme. C'est ça, c'est déjà répondre aux besoins d'attachement, de valider qu'il a le droit de lui pas trouver du tout que c'est génial. Nous, on aimerait bien que les enfants ils s'aiment entre eux. Dans la réalité, c'est pas toujours aussi simple en fait, parce qu'en plus des fois on dit oh là là, on t'aime tellement fort qu'on en voudrait un autre comme toi. Si notre mari ou notre femme nous disait ça, oh là là, je t'aime tellement fort, j'en voudrais un autre comme toi, et du coup, il va y en avoir une autre, ça nous ferait pas super plaisir. Donc, je pense que pour les enfants, on a le droit de leur dire que bah, pour eux, si y en a qui ont de l'affection et c'est ok, il y en a pour qui c'est pas spontané, donc valider ça. Ça, c'est une façon de répondre. Et puis, garder des petits temps, même petits, où vous êtes complètement disponible. Je parlais des 10 minutes tout à l'heure, mais ça peut être 5, hein, voilà, où vous avez un temps où vous êtes complètement disponible pour lui, et des fois où ils ont la priorité. C'est-à-dire que oui, ben, le petit il peut avoir faim, le petit peut avoir sommeil, mais peut-être que selon, et ça c'est il n'y a que vous qui pouvez le savoir, selon la situation, des fois la détresse du grand est quand même prioritaire sur la détresse du petit. C'est compliqué d'aller choisir entre deux enfants qui sont en détresse, les deux ont des besoins d'attachement. Et il y a quelque chose de vraiment cette dimension-là. On a besoin de soutien quand on est parent et de bras supplémentaires. Demandez aux assistants. Si vous êtes là, c'est que peut-être vous avez une assistante maternelle ou une crèche, voilà, parce que vous avez dû avoir l'info. Ça peut aussi être aidant des fois que les professionnels vous permettent d'avoir des temps individuels avec chacun de vos enfants. Justement, une question en lien avec ce que vous dites. Comment peut-on reconstruire l'attachement vers 6 ans pour un enfant qui a beaucoup souffert lors de la naissance de son frère, lorsqu'il avait 16 mois, malgré tous les efforts de la maman de rester disponible, il a aujourd'hui très peu confiance en lui et est très susceptible. Ce qui fonctionne assez bien quand on se rend compte après coup qu'il y a des choses qui ont été pas adaptées. Et déjà, la première des choses, c'est de ne pas vous culpabiliser. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez raconter aux enfants que voilà, à cette période-là, il y a eu quelque chose de difficile pour lui, pour vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le détail de ce qui était difficile pour vous, mais de dire que ça a été difficile pour vous et qu'il y a des choses peut-être que voilà, vous auriez aimé faire autrement, mais que pour le moment, ça n'a pas été possible. Et donc ça, c'est déjà aidant pour les enfants s'entendre raconter leurs histoires. Et c'est assez... c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, rien n'est vraiment perdu en fait. Enfin, c'est un mouvement perpétuel, la construction de la sécurité interne. Donc, vous pouvez très bien, vous avez nommé dans ce que vous disiez, c'est pas qu'il se dévalorise, comment vous avez dit? L'enfant est très susceptible aujourd'hui. Il a très peu confiance en lui. Ouais, il a peu confiance en lui et du coup, il est susceptible. Alors ça, c'est souvent, ça va ensemble. Hein. Quand on a peu confiance en soi, on ne supporte pas bien que les autres nous mettent face à ce que déjà on n'aime pas bien chez nous. Donc ça, c'est sûr. Et une des choses, ça va être que vous puissiez valoriser ce qu'il sait faire. Parce que des fois, quand on dit à un enfant qu'il est susceptible ou qu'il n'a pas confiance en lui, en fait, notre intention, elle est bonne et notre idée, elle est intéressante d'aider à construire ça chez l'enfant. Et en même temps, des fois, l'enfant, il reçoit un double message. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais en fait, oui, mais tu n'as pas confiance en toi, tu devrais plus croire en toi. Et en fait, l'enfant, il reçoit que du coup, après, il s'en veut de ne pas avoir confiance en lui, en fait. Et ça, des fois, ça peut rajouter une couche de culpabilité. Donc vraiment, j'aime bien l'expression, c'est Faber et Maslich qui utilisent ça, en tant que parents ou professionnels ou adultes, soyons les réservoirs à bon coup de nos enfants. C'est-à-dire, allons chercher ce qu'ils savent faire et nommons-leur. En disant, ah, tu penses que tu n'y arrives pas? Écoute, moi, la dernière fois, quand j'ai vu que tu avais essayé de t'habiller, tu avais réussi à mettre tes 2 chaussettes. Alors, on oublie de dire que ce n'était pas les 2 mêmes, mais on dit qu'il a réussi à les mettre.
il y a une bête qui me passe devant. C'est bon, elle est partie. Une question en lien avec le sommeil dont nous avons parlé tout à l'heure. Est-ce que les pleurs nocturnes sont en lien avec l'attachement? Oui ou non. Un enfant qui a fait des otites, par exemple, ou des régurgitations, il a mal la nuit quand il est allongé et il pleure la nuit. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec l'attachement, en tout cas pas au démarrage. Il peut y avoir des pathologies somatiques qui génèrent des problématiques de sommeil. Voilà, ça c'est la première. Et après, oui, il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des réponses où c'est une problématique d'attachement, dans le sens où c'est que l'enfant n'a pas encore construit, et il n'y a pas de culpabilité là-dedans. Un enfant, il est petit, donc c'est normal, je vous l'ai dit, hein, un attachement sécure. Allez, il est construit vers 7 ou 8 ans, quoi. Donc, un enfant petit, c'est normal que la nuit, quand il fait des cauchemars, quand il appelle. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt sain d'ailleurs. On classe les enfants dans un attachement sécure quand ils appellent et qu'ils demandent quand ils vont mal et qu'ils sont apaisés à la présence de l'adulte. Les enfants qui n'appellent pas quand ça ne va pas ne sont pas classés dans les attachements sécures. Ils sont classés dans les attachements insécures évitants. Les enfants qui appellent mais qui ne s'apaisent pas au contact de l'adulte ou qui n'arrivent pas à être apaisés, en dehors de pathologies somatiques, bien sûr, sont classés dans les attachements insécures ambivalents, donc en tout cas insécures. Mais un attachement sécure, c'est un enfant qui demande quand ça ne va pas et qui est apaisé quand on lui apporte la réponse. Donc, oui, ça peut être un problème d'attachement, ou ça peut aussi être juste que votre enfant il traverse une période où il fait plus de cauchemars, où il vit des choses qui sont un peu plus difficiles. Voilà, si je regarde, moi, l'autre jour, je regardais un peu, il se trouve que j'ai 3 enfants. Moi, pour les 3, en fait, les 3 ont pratiquement à la même période, à l'âge de 8 ans, se sont remis à demander à venir dormir dans notre chambre. Ça a duré à peu près 3 semaines, un mois pour les 3. Ils venaient s'endormir dans notre lit quand nous, on n'y était pas, puisqu'on n'était pas couchés. On les remettait dans leur lit en début de soirée, quand nous, on allait se coucher. Et en fait, c'était assez intéressant parce que je me disais, finalement, les 3 l'ont fait à la même période. Donc, en fait, nos enfants, ils vivent aussi en dehors de nous des tas de choses qui font qu'ils vont avoir des périodes où la nuit, ils vont traverser des situations plus difficiles, soit parce qu'ils sont tout bébés et qu'ils vivent des douleurs ou des machins, soit parce qu'il s'est passé des trucs pas cool dans l'environnement, soit parce qu'à l'école, il y a des choses qu'ils apprennent qui leur posent question, machin, et donc du coup, la nuit, ça cogite. Et donc, par période, ils vont avoir un nouveau besoin de nous appeler la nuit. Donc, c'est pas forcément ça peut être en lien avec l'attachement, mais ce n'est pas forcément un signe d'attachement insécure. Merci. Une autre question. Sur une diapositive qui me parlait justement de la figure d'attachement qui était déterminée à 9 mois. Et donc, se pose la question, est-ce que du coup, c'est donc vraiment dans les premiers mois qu'elle se construit et qu'il n'y a pas de changement de figure d'attachement par la suite principale pour plus tard? Alors, les travaux de recherche qui ont évoqué ça sont les travaux de Bowlby. Et qui ont montré qu'en fait, autour de 9 mois à peu près, il y a c'est à peu près la première fois où le logiciel là, dont je parlais, là, qui tire les stats, se met en route. Et là, il compile toutes les expériences des 8 ou 9 premiers mois et il dit, tiens, sur les 8 ou 9 premiers mois, a priori, la personne qui a statistiquement le meilleur score dans le plus rapide, le plus adapté et le plus souvent, c'est cette personne-là. Et ça devient la figure d'attachement principale. Eux, ils décrivent, si vous lisez des documents là-dessus, qu'elle ne change jamais, la figure d'attachement principale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. La première chose qui me fait mettre un bémol là-dessus, c'est que, déjà, c'est moi à titre perso. Aujourd'hui, quand j'ai une grosse tuile, c'est plus forcément ma mère que j'appelle en premier. Voilà. Ça, c'est déjà un premier signe, que donc ça évolue. Et puis, il y a des enfants qui vivent des séparations avec leur figure d'attachement principale pour des raisons X ou Y, des séparations, des décès, voilà. Et du coup, la figure d'attachement principale, elle va changer. L'essentiel, c'est qu'il y en ait une autre qui prenne le relais, en fait. Voilà. Parce que quand la figure d'attachement principale change, en fait, nous, en tant qu'adultes, quand on perd quelqu'un qu'on aime,
ou qu'on s'éloigne de quelqu'un qu'on aime, nous avons de la tristesse. L'enfant, il va avoir cette tristesse aussi. Et en plus de la tristesse, il va avoir la peur. Parce que, imaginez, je vous remets dans le désert avec mon Touareg, là, si le Touareg, d'un seul coup, il disparaît, vous ne savez toujours pas comment fonctionne le désert. On est bien d'accord que la première émotion que vous ressentez, c'est pas que vous êtes triste qu'il soit parti, c'est que vous avez la trouille de ne pas arriver à survivre sans lui. Et bien, quand la figure d'attachement s'en va, l'enfant, il a davantage peur qu'il n'est triste. Et donc, c'est vraiment ça qu'on a besoin d'accompagner pour permettre la transition, pour qu'une autre figure d'attachement puisse prendre leur laisse et de dire, bah, OK, à partir du moment de maintenant, bah, OK, tu vas être triste d'avoir perdu cette personne, mais pour tout ce qui est sur ta protection, c'est moi ou aujourd'hui, jusqu'à ce soir, c'est cette personne-là qui va prendre le relais. Donc oui, ça peut se transférer et ça peut évoluer. Merci. À nouveau une autre question, cette fois-ci sur la prévention du danger. Oui. Si l'enfant ne l'expérimente pas, le danger, comment sait-il qu'on le protège? Est-ce que ce n'est pas seulement qu'on lui casse les pieds, entre guillemets? Ah, si on lui... C'est une très bonne question. Au début, il va croire qu'on lui casse les pieds. Vous allez avoir besoin de lui nommer c'est dangereux et pas de lui donner 50 000 détails. Parce que sinon, on les perd. Genre, mettre les doigts dans les prises, c'est dangereux. C'est pas parce que l'électricité, elle va rentrer par tes doigts et puis ressortir par les autres doigts et puis du coup, ça va éteindre ton cœur et puis du coup, il faudra aller à l'hôpital et puis du coup, à l'hôpital, ils vont devoir te réanimer. Voilà, ça, c'est pas dangereux, c'est dangereux. Donc oui, de le nommer, bien sûr que ça compte. Et puis, bah, il y a des dangers sur lesquels on peut, je pense par exemple au feu ou au truc chaud, on peut approcher l'enfant de ce qui est potentiellement dangereux. Quand on est face à du vide, par exemple, on peut lui prendre la main et l'emmener voir, si tant est que nous-mêmes, nous n'ayons pas trop peur du vide, voilà, et lui permettre doucement de s'approprier le danger. Mais il y a un moment où l'enfant, il va nous croire sur parole, en fait, quand même. Il va nous croire sur parole sur le fait que non, ça c'est interdit parce que c'est dangereux. Et après avoir la dimension, quand ils nous disent trop qu'on leur casse les pieds, c'est que peut-être, c'est une hypothèse, et vous verrez si ça vous parle ou pas du tout, hein, c'est que des fois, nous mettons du danger là où il n'y en a pas. Voilà. Par exemple, alors en plus, en ce moment, avec le Covid, on met du danger partout. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas parce que ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Mais voilà, ça met quand même une menace sur des choses qui sont des fois qui peuvent paraître anodines et vitales pour les enfants. Et donc voilà, c'est aussi comment est-ce que nous-mêmes, on peut... je pense, alors peut-être à des plus grands, hein, mais comment est-ce que, voilà, il y a des enfants qui ont une thermorégulation qui est différente d'autres, par exemple, et d'obliger un enfant de 15 ans à mettre un blouson alors que lui, il veut être en pull, il n'y a pas de danger, en fait, pour de vrai. Oui, il va avoir froid. Peut-être qu'il va attraper un rhume, déjà, ce n'est pas garanti. En fait, le danger vital, il n'y est pas. Donc, c'est aussi peut-être que des fois, si nos enfants nous disent trop qu'on leur casse les pieds, est-ce que nous, mais c'est une vraie question, hein, des fois, c'est juste parce que ils sont dans la phase d'opposition et qu'ils ont besoin de dire qu'on leur casse les pieds, et c'est comme ça, et ça dit plus qu'ils sont dans cette phase-là. Et des fois, c'est aussi, est-ce que nous, finalement, on nomme pas dangereux des trucs qui ne le sont pas. Voilà. Merci. Une autre question. Mon enfant de 3 ans pleure et crie à chaque fois qu'il faut partir d'un endroit où il s'amuse avec d'autres enfants ou adultes pour rentrer à la maison. Comment faire pour cesser cela? C'est fatigant. C'est fatigant pour vous, j'imagine. Déjà, le bon point, ça veut dire qu'il prend plaisir à être dans les différents endroits que vous décrivez. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il est suffisamment sécure pour que il arrive à jouer et à prendre du plaisir à être dans les différents lieux que vous fréquentez. Voilà, ça veut dire déjà que vous avez franchement bien commencé, bien bossé sur la première partie. Et quand vous dites qu'il pleure, dans ce que j'entends moi, c'est plutôt de la frustration de devoir arrêter de jouer. J'ai l'impression que c'est plutôt ça. Vous pouvez juste... Alors, je ne sais pas si ça va faire en sorte que ça s'arrête. Ça va permettre en tout cas que lui, ce soit plus confortable pour lui et puis peut-être voir pour vous si vous y arrivez. C'est plutôt de lui dire, oui, que c'est énervant. C'est énervant de devoir arrêter ce qu'on est en train de faire.
Mais comme nous, ça nous énerve de devoir rentrer de vacances, hein, si vous aimez les vacances, voilà, c'est casse-pied et que, ben ouais, voilà, on va trouver quelque chose d'autre qui sera bien aussi ailleurs. Mais oui, c'est énervant. Et vraiment valider les émotions. Ça permet vraiment de construire la sécurité qui va petit à petit lui permettre de se séparer. Parce que ce que vous décrivez là, c'est à la fois qu'il est frustré, donc il est énervé, et ça c'est normal, hein, la frustration génère de la colère, c'est notre mode d'emploi, c'est automatique à l'intérieur de nous. Et puis du coup, bah, voilà, il a vraiment envie bah, voilà, il a envie que ça continue et envie d'investir ça. Donc vraiment, voilà, nommer ça et valider cette émotion-là. Alors, justement, une question en lien avec la frustration. Une personne qui précise qu'elle ne va pas acheter de Lego Star Wars comme le veut l'enfant, mais va proposer une alternative. Lecture, dessin, balade. Mais certaines personnes de l'entourage ou les parents que la personne accompagne me disent que c'est détourner l'attention et que c'est céder quand même. Du coup, c'est dur de différencier ou d'expliciter ce qui est sécure pour l'enfant. Alors, est-ce que détourner, c'est céder quand même? Ça dépend des fois. Vous, dans la façon dont vous avez l'air de le décrire, c'est pas le cas. C'est plutôt que vous cherchez un compromis avec l'enfant. Et pour moi, dans la façon dont vous le décrivez, ça me paraît plutôt adapté. Après, on a quand même besoin, en tant que parents, de savoir que c'est indispensable pour nos enfants d'avoir une période où ils sont énervés contre nous. C'est vraiment important qu'à des moments, nos enfants puissent dire « tu me saoules » ou « ça m'énerve quand tu fais ça ». Et quand nos enfants nous disent ça, c'est qu'on a réussi. Et qu'à l'intérieur de nous, on a besoin de se dire « ok, chouette, si moi, ils me disent qu'ils n'acceptent pas ce que je fais, quand ils seront adultes et qu'ils seront face à un patron qui leur demande des choses qui sont invraisemblables et intenables, ils sauront dire non. » Voilà. Donc ça, c'est plutôt qu'on a réussi quand nos enfants arrivent à nous dire non, pas forcément à nous taper dessus et tout ça, hein, c'est pas ça, c'est juste à nous dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, si votre façon de proposer une alternative est vraiment une façon de faire un compromis avec lui, c'est adapté. Et si c'est une façon de faire en sorte, j'ai pas l'âge de votre enfant, mais voilà, d'éviter qu'il se mette en colère contre vous systématiquement, ben, déjà ça ne marchera pas parce qu'il y a des moments où il va quand même se mettre en colère contre vous et ce sera adapté aussi, quoi. Voilà, qu'il puisse voilà, vous dire bah non, voilà, non, je ne suis pas d'accord, quoi. Et là, dans ce que vous me décrivez, ça a plutôt l'air d'être un compromis. Une autre question quand les enfants n'appellent pas, donc attachement non sécure, ce que précise la personne. Oui. Comment les aider à parler ou demander de l'aide et donc avoir un attachement sécure? J'imagine que vous êtes déjà sur des enfants plus grands. Est-ce que vous avez moyen de me dire à quel âge sont les enfants auxquels vous pensez? Vous avez moyen de le rajouter? Parce qu'il y en a qui commencent petits à arrêter d'appeler, mais je regarde sur la messagerie si vous arrivez à mettre un message, si vous êtes encore là. Je ne le vois pas arriver. Ouais. En tout cas, ce qui va être aidant, du coup, c'est quand même que nous ayons une attention particulière pour ces enfants-là. De manière à essayer de se souvenir, je pense par exemple en crèche, des enfants qui étaient peu expressifs et qui se faisaient volontiers tout à fait oublier en étant particulièrement sages, et où du coup, on avait mis une attention particulière avec les professionnels à se dire tiens, c'est quoi le jeu qu'elle aime, cette petite? Et quand elle arrivait le matin, on lui disait tiens, j'ai sorti en l'occurrence c'était les magnéticos parce que c'est quelque chose que j'ai vu que tu aimais bien la dernière fois. Et en fait, l'enfant, du coup, il va se rendre compte que tiens, on a pensé à lui. Ou de se noter, et ça peut être de le noter hein, vraiment volontairement, de se dire bah tiens, et je pense du coup plutôt à des enfants qui savent déjà parler, hein, c'est pour ça que je voulais vous demander 5 ans, super, 5 ans. Voilà, donc ça correspond plutôt à ça. De leur demander souvent
ou régulièrement leur avis, mais pas forcément sur des choses qui ne vont pas. Tiens, est-ce que toi, tu préfères plutôt les pommes ou plutôt les poires? Voilà, s'intéresser vraiment à leur goût, à leur choix, à ce qui leur plaît ou ce qui leur plaît pas, sans forcément être dans quelque chose de profond ou de désagréable, mais des fois sur des toutes petites choses. Et voilà, donc vraiment porter intérêt pour essayer d'aller découvrir en fait qui c'est qu'il y a derrière cette partie un peu effacée ou un peu éteinte. Voilà, qui n'est pas. Ça ne veut pas forcément dire que c'est grave, hein, les attachements insécures, hein, d'accord? On a tous un bout d'attachement insécure en nous, parce que personne sur cette planète n'a eu quelqu'un de disponible, adapté et cohérent à chacune des fois où nous avons été en détresse. Donc, les attachements insécures ne sont pas forcément pathologiques ou graves. C'est des indicateurs plutôt voilà, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de nourrir. Et effectivement, les enfants qui s'expriment peu, c'est plutôt essayer de retenir ce qu'ils nous ont dit. Et je pense même à des adultes. Moi, j'accompagne au cabinet des personnes qui peuvent avoir un peu ce style d'attachement-là, et où j'essaye ça se fait assez spontanément. Quand ils me disent bah tiens, j'ai un peu mal au dos, la semaine d'après, je leur dis comment va votre dos? Vous voyez, ça, c'est un truc où la personne, elle se dit tiens, ah bah en fait, je suis importante, ça intéresse l'autre. Voilà. Et donc ça reconstruit un attachement sécure petit à petit. Et justement, une question inverse, que dire pour l'enfant de 2 ans qui se colle systématiquement aux personnes étrangères et pleure pour partir avec eux? C'est surprenant, mais les enfants sont surprenants. Déjà, ça veut dire qu'il a encore la capacité d'appel, puisque il la manifeste même un peu, justement, de façon un peu indifférenciée. Ça peut valoir le coup avec ces enfants-là. Alors, si c'est une question en collectivité, pour le coup, de mettre de la référence. Voilà, là, ça vaut vraiment le coup pour générer justement que l'enfant s'attache à une seule personne. Voilà, et lui nommer et lui dire bah, allez, là pendant un moment, c'est avec moi que tu vas manger chaque fois que tu seras à la crèche, quand je serai là, bien sûr, parce que vous ne travaillez pas à temps plein. 70 heures par semaine. Voilà. Et, donc ça peut être aidant. Et de voir si l'enfant arrive à être apaisé par les différentes personnes auxquelles il demande, ma foi, ça construit quand même la sécurité. Une autre question pour préparer la séparation. Quand la figure d'attachement doit s'absenter temporairement quelques jours et quelques nuits, est-il possible de mettre en place des outils pour accompagner l'absence? Oui, le meilleur outil, en fait, c'est une personne. Et donc, la meilleure façon de préparer l'absence, c'est qu'il y ait un autre lien d'attachement qui soit construit avec la personne qui sera là pendant que vous ne l'êtes pas. Donc, ça veut dire que plus le lien d'attachement aura commencé à être construit avec la personne qui va vous relayer, plus la séparation, elle va se faire facilement. Enfin, elle sera vécue facilement par l'enfant. Donc, ça veut dire vraiment démarrer du lien. C'est toute la question de l'adaptation et de la familiarisation quand on est en structure petite enfance, mais qui se fait aussi finalement quand on confie son enfant pour 8 jours ou 15 jours ou 3 jours ou 2 jours à de la famille. Comment est-ce qu'on fait pour permettre… Alors en plus, la période de familiarisation, là, les dernières recherches qui ont été faites sont vachement intéressantes, parce qu'elles disent que souvent, ce qui est le plus aidant pour l'enfant, c'est d'y aller au début où c'est le parent qui fait et l'autre personne qui regarde comment est-ce qu'on fait, qu'ensuite l'autre personne fasse, mais le parent est là et lui dit comment il faut faire. Donc l'enfant, il perçoit vraiment la transition, et que le parent va faire confiance à la personne à qui il confie. Et puis après, l'enfant commence à être un peu seul avec l'autre personne et voit qu'on revient. Donc au début, ça veut dire par exemple, n'importe quoi, mais de laisser un repas, une sieste, comme ce que vous avez probablement fait. Mais c'est plutôt des outils, c'est vraiment tisser un nouveau lien d'attachement avec la personne qui va prendre le relais. Une autre question. Moi et le papa de mon enfant sommes séparés. Je garde mon fils de 3 ans à 80% du temps. Ouais. Mon enfant dort seul dans sa chambre, chez moi, mais ne veut pas dormir seul lorsqu'il va chez son papa. Oui. Est-ce que cela signifie qu'ils ne se sont pas assez sécurisés chez son papa? Alors, ça peut vouloir dire ça, et c'est pas forcément un problème, parce que ça veut dire que
et ça peut aussi vouloir dire complètement autre chose, hein, mais ça peut vouloir dire ça, que vu que la quantité d'interaction avec vous est plus importante, puisque vous êtes là souvent, du coup, la sensation de sécurité, elle est plus importante avec vous. Et du coup, puisqu'il a plus de sécurité avec vous, il peut plus s'éloigner de vous. Puisque avec vous, il a fait l'expérience beaucoup plus de fois que s'il appelait, vous serez là. Donc, il s'éloigne, puisqu'il sait que vous serez là. Et qu'avec son père, s'il a moins d'interaction, l'amour n'est pas dans la question, hein, c'est ailleurs, s'il a moins d'interaction, il a encore emmagasiné moins d'expériences qui lui permettent de dire, oui, je suis vraiment sûre que quand je vais appeler, il sera là. Et donc, du coup, il s'éloigne moins. Et le fait de dormir avec lui est une façon de le construire. Voilà. Donc, ça peut, oui, répondre à ça, et en soi, ça peut aussi répondre au fait que du coup, c'est en cours de construction, puisqu'il y répond en lui permettant de venir quand ça ne va pas. Et quelle réponse dans une même famille où il y a une différence de comportement de l'enfant selon si c'est le papa ou la maman qui couche son enfant? Par exemple, une maman qui dit que son enfant de 3 ans refuse d'aller se coucher seul quand c'est elle qui lui demande, mais quand c'est papa, il accepte d'aller se coucher seul. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. S'il est seul avec son papa, il accepte d'aller se coucher seul. Ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que l'enfant, il a la capacité de s'adapter. Donc, ça veut dire qu'il a par moment à l'intérieur de lui suffisamment de sécurité pour pouvoir le faire. Et ça peut vouloir dire aussi, je ne sais pas si c'est qu'il est plus sécure avec l'un qu'avec l'autre. Parce qu'on pourrait se dire il est plus sécure, donc il arrive davantage à faire seul parce qu'il sait qu'il pourra demander à son père, ou il est plus sécure parce qu'il demande quand ça ne va pas, quand vous êtes là. En tout cas, c'est assez précieux de voir qu'il a la capacité de faire les deux, et d'appeler et de faire seul. Et du coup, si vous avez envie de développer un des deux comportements, faites-le plutôt faire par la personne avec laquelle le comportement que vous souhaitez développer fonctionne. Voilà. Et que l'autre, il y a vraiment une relation de confiance pour dire, ok, c'est plus facile pour toi, en fait, de t'endormir quand c'est maman, donc du coup, ça va être maman qui s'en occupe. Ou au contraire, c'est plus facile pour toi de t'endormir quand c'est papa. Ça, c'est vous qui allez sentir qu'est-ce qui vous semble le plus facile pour lui, en fait, dans les deux situations. Et du coup, pendant quelques temps, c'est plutôt papa qui va t'aider. Ouais. Est-ce qu'on essaie de prendre encore une question ou deux? Allez, plus que deux questions. Deux questions, super. Quel est l'impact de la multiplication des personnes s'occupant de l'enfant lors des premiers mois, reprise précoce du travail, congé maternité, et garde mixte, crèche, assistante maternelle, sur la construction de l'attachement de l'enfant? Ça peut être très variable en fonction de la qualité de la continuité. C'est-à-dire que si il y a eu beaucoup de personnes et que malgré tout, vous avez quand même, vous, été là tous les soirs. Alors bon, vous avez peut-être eu des soirs très ponctuellement, vous n'étiez pas là, mais dans la majorité, il y a eu une continuité liée quand même aux parents. Ça temporise. S'il y a eu aussi une continuité dans les façons de faire, ça apporte aussi de la cohérence. On a vu tout à l'heure que les figures d'attachement ont besoin d'être prévisibles. Et des fois, si les figures sont différentes, mais finalement, il y a quand même une vraie cohérence dans la façon de faire, ça permet d'atténuer aussi les ruptures de liens. Et dans la toute petite enfance, c'est pas forcément là que c'est le plus gênant. On a vu tout à l'heure que la figure d'attachement principale, elle était construite généralement vers 8-9 mois. Et souvent, c'est plutôt à partir de cet âge-là que l'enfant a vraiment besoin que ce soit ceux avec qui il est sûr qu'on va répondre qui restent là. Avant, d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas à cette période-là de votre enfant, mais nous, à la crèche, souvent, les adaptations de tout petit, vers 4-5 mois, en fait, l'enfant, tant qu'il avait quelqu'un qui était là et qui répondait vite et bien à ses besoins de proximité, ma foi, ça posait pas tant de soucis. Et des fois, à 8-9 mois, il se mettait à râler. Donc voilà, c'est aussi vous, comment est-ce que vous avez senti votre bébé vivre cette période-là, et si ça ne lui a pas posé de soucis, normalement, je pense que vous avez dû le sentir.
Une dernière question. Ouais, ça marche. Vous dites de rester à côté de l'enfant lorsqu'il n'est pas bien. Ma fille est dans une phase où elle fait souvent des crises. Lorsque je reste à côté d'elle, cela peut durer 1 heure, alors que j'essaie de lui demander d'expliquer pourquoi elle est dans cet état. Mais elle ne répond pas. Que faire pour qu'elle exprime son mal-être? La même chose et vous ne lui demandez pas d'explication. C'est-à-dire que quand il est dans cette crise-là, l'enfant, mais même l'adulte d'ailleurs, en fait, les explications, elles sont dans la partie du cortex orbitofrontal qui réfléchit. Et en fait, l'émotion empêche l'accès, bloque l'accès à cette partie-là. Mais c'est vraiment physiologique, hein, les neurones sont coupés. Donc en fait, être là, ça veut vraiment dire juste être là, quoi. Juste lui dire à Lyon que ça a l'air d'être difficile ce que tu es en train de vivre. Et vous ne cherchez pas les explications. Parce qu'en fait, c'est le fait d'être là, pas le fait de trouver la cause qui va permettre de résoudre le problème. Et des fois, nous cherchons la cause des problèmes de nos enfants, que nous n'aurons pas et qu'ils n'ont pas non plus d'ailleurs. Je vous parlais tout à l'heure de la crise de nerfs de mon fils pour les Lego Star Wars à Carrefour. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi il a pété un boulon. C'est-à-dire que je venais de le récupérer à l'école, il avait dû se passer des trucs à l'école, mais en fait, qu'on ait le contenu de pourquoi ça ne va pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que ce qui va leur permettre de résoudre le problème, c'est qu'on soit là et qu'on les accueille et qu'on les accepte comme ils sont, en fait. Et même quand ils sont très énervés. Et voilà, donc faites exactement la même chose, juste vous enlevez la demande d'explication. Voilà pour les questions. Mais bon, il n'en reste pas trop. Il y en a encore quelques-unes, mais nous espérons avoir répondu aux principales questions. Bon, super. Donc, on va prendre connaissance. Voilà, je vais regarder un peu voilà, les questions qui restent. On échangera avec voilà, les animatrices de RAM aussi. Le PowerPoint sera à votre disposition si vous souhaitez voilà, cliquer sur les liens, approfondir la thématique. Et puis, voilà, ça leur donnera peut-être l'idée pour des thématiques prochaines et suivantes. Et n'hésitez pas aussi voilà, à solliciter soit les animatrices de relais si vous êtes assistante maternelle, soit voilà, vos structures, si vous êtes parent, pour avoir aussi des éclaircissements et des questions si vous avez des doutes, quoi. Voilà. Et je peux également assurer le SAV si vous avez besoin de questions particulières qui vraiment sont encore en suspens après le PowerPoint et tout le reste. Voilà, vous pouvez me contacter si vous avez besoin par mail, vous demandez au RAM d'avoir mes coordonnées. J'ai été ravie. Eh bien, merci beaucoup Marie pour cette visioconférence. Nous espérons qu'elle vous aura plu, qu'elle a permis de répondre à un maximum de vos questions. Donc, nous allons vous faire parvenir un petit lien de satisfaction dans le chat, donc n'hésitez pas à y répondre. Sinon, nous vous donnerons aussi ce même lien par mail par la suite si vous voulez le faire plus tard. Ça nous permettra d'envisager éventuellement d'autres visioconférences par la suite et puis pour savoir s'il y a des choses pour les prochaines. Voilà. Nous vous remercions beaucoup pour cette attention. Bonne soirée à vous. Très bonne continuation.